Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 26 septembre 2022. Nous sommes en trêve internationale, donc nous n'allons pas analyser un match et je me rends compte que je me suis trompé dans le titre du stream sur Twitch. Donc je vais le faire recorriger tout de suite. Nous allons faire un premier bilan de l'ère Galtier qui a donc commencé le 4 juillet dernier, je ne sais même plus. En juillet dernier, en tout cas, on en est à 11 matchs, on en est à pratiquement 3 mois sur le banc de touche pour l'ancien entraîneur de Nice. L'occasion, vu que nous sommes assez pauvres en actualité, on va dire, de faire ce premier bilan, de parler du terrain, du hors-terrain, de thèmes qu'on n'aurait pas forcément, comment dirais-je, abordés en temps normal. Donc c'était l'occasion de le faire. Nous sommes 4, comme tous les lundis soirs. Normalement, Mathieu est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà. Sans nouveau Normalement, micro, hein, contrairement à toi. je remercie un généreux donateur et auditeur du podcast qui m'a effectivement offert un nouveau micro. Donc n'hésitez pas à me dire pour les volumes sonores, tout ça, puisque les tests ont été assez rudimentaires et hâtifs, on va dire. Donc un grand merci à François que j'ai croisé hier, qui m'a offert ce micro. Merci à lui. Qui n'est pas François, le roi de la photo, un autre, encore un autre. Mais bon, en tout cas, Omar est là aussi normalement. Bonsoir Omar. Bonsoir les amis, n'hésitez pas à m'offrir micro, repas, tout ce que vous désirez également. Connexion internet, si vous avez des bons contacts. Si vous connaissez un fournisseur d'accès Internet, je prends. Bon. Et on nous dit j'ai l'impression que tu es dans une grande salle, ça fait bizarre. Écoutez, je suis désolé, c'est exactement le même endroit que d'habitude, c'est juste le micro qui est changé. Alors Philo il est à Cognac-J, faut préciser. Mais bon, on va dire, il faut pas le dire comme ça. Je n'ai pas bougé, c'est pas vrai. Invente pas des rumeurs. Après, il y a des gens qui vont croire que Jacques Vendroux débarque pour faire le bout du match. Bref, on va passer à Maxou normalement qui est là. Bonsoir Maxou. Salut Philo, bonsoir à tous. Moi Ah, j'ai besoin de rien, mais comme Laurent Blanc, je prends tout. Dommage. hommage. Grande citation pour arriver Maxou. Vraiment là, je m'y attendais pas. Bref, bonsoir à tous sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver. On nous dit Cognac Gel, la référence de boomer. Et, on n'est pas un podcast de petits jeunes, nous avons deux trentenaires, voire bientôt quadra pour l'un d'entre nous, et deux jeunes qui ont connu à peine le PSG de Canal+. Donc voilà, il y a tous les âges. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Tiens, merci à Meryl P pour le sub il y a hier. Voilà. On va donc attaquer sur ce premier bilan de l'ère Galtier, qui est donc arrivé en juillet dernier, après une saison à Nice, puis et auparavant 2,5, 3,5 à Lille, j'ai un petit doute, qui avait été champion de France donc contre le PSG en 2020, 2021, j'ai du mal, 2021, 2020 c'était le PSG qui était champion. 11 matchs, 9 victoires et 2 matchs nuls. Non, 10 victoires, un match nul, pas de défaite. Oui, le live sera disponible en replay, ne vous inquiétez pas, tous les lives sont disponibles en replay. Voilà, 36 buts marqués ou 35 buts marqués, 6 encaissés. Le PSG est en tête de la Ligue 1 avec 2 points d'avance sur l'OM. Le PSG est en tête de son groupe de Ligue des Champions avec 0 points d'avance mais 6 points en 2 matchs comme le Benfica et on est devant la différence de but avec un but marqué en plus. Simon reviendra, mais il était pas, comme il n'avait pas vu la moitié des matchs de l'ère Galtier, il a dit que c'était pas la peine pour lui d'être là. Voilà, tout simplement. On va faire un peu le pouls général des 3 premiers mois. Ça va comme toujours être pour moi. De mon côté, je vais forcément avoir un avis positif. On était sorti d'une ère Pochettino usante pour les yeux, pour plein de choses, où il se passait globalement pas grand chose pendant les matchs, où il se passait pas grand chose entre les matchs, où le terme qui revenait le plus souvent malheureusement, c'était ennui. Euh, Là on a un peu l'impression que le PSG retrouve, enfin ce PSG en tout cas, l'équipe, voire le club depuis la prolongation de Mbappé qui a quand même été un tournant, a retrouvé de la vie, a retrouvé un peu d'envie, peut-être est un peu reparti de l'avant aussi, puisque la fin de l'ère Pochettino, même si j'aime pas lui charger trop sa barque, parce que je pense qu'il n'est pas le seul responsable, c'était aussi l'ère Leonardo, était vraiment pénible. On sentait un club qui n'allait pas dans la bonne direction, dont les erreurs se répétaient semaine après semaine. Et donc, ce changement a fait beaucoup de bien. Alors, il y a aussi le changement avec Campos, même si on voit que tout n'est pas résolu, puisqu'on a eu une interview au vitriol il y a quelques semaines.
Mais en tout cas, on nous dit il me semble que Galtier a le meilleur début de saison en termes de points en Ligue 1, tout entraîneur confondu. Non, celui qui a le meilleur début, qui est intouchable pratiquement, c'est Thomas Tuchel qui avait fait, je crois, 14 victoires d'affilée. Autant vous dire que c'est absolument intouchable, ou presque, c'est un record européen. De mémoire, ça. Mais De quoi? Tourelle, c'est le. Oui, Tourelle, je sais pas si tu l'as précisé, mais Tourelle, c'est juste en Ligue 1, parce qu'il y Voilà, c'est en a Ligue le 1, ouais. premier match de Ligue des Champions. Exactement, Il c'est pour perd ça. Liverpool. Exactement, il perd 3-2 pour son premier match européen à Anfield. Donc effectivement, invaincu après 11 matchs, c'est probablement le meilleur départ. Je crois que le PSG considère que c'est le meilleur départ historique. Chacun se fera son avis et tout. Pour moi, est-ce que ça a du sens de mélanger ou pas toutes les compétitions? Bon voilà. Mais en tout cas, un départ très positif. J'avoue que j'étais un peu circonspect, comme beaucoup, à la nomination de Galtier. Non pas que je considère pas le technicien, et il a très bien su se vendre, notamment dans un célèbre podcast de l'équipe qui était franchement très intéressant, et puis même dans ses analyses, tout ça, je reste toujours un peu circonspect sur quelques points, mais je trouve malgré tout qu'il a su prendre la mesure de son rôle, donc 3 premiers mois, pas parfait, parce que je pense que, enfin c'est pas non plus Guardiola, hein, mais très positif, l'impression que son équipe s'est quand même assez rapidement trouvée, que lui aussi a trouvé sa place, même si on a vu récemment un petit impair de communication, ça reste de la communication et qui plus est hors football. Mais en tout cas, de bonnes choses, pas parfait, mais vraiment de très bonnes choses. Donc très content de ces premiers mois. Je suis circonspect sur quel point, ouais, je viens de le dire, attirer les foudres du gouvernement est rarement une bonne chose au PSG, et puis après plus sur des questions d'ordre tactique, peut-être un peu d'intégration, de coaching, des petits trucs par-ci par-là. J'ai pas un gros point négatif, mais il y a quelques trucs qui me font un peu tiquer, certaines choses que d'autres vont trouver positives. Je pense par exemple à l'association Verratti-Vitinha, que je trouve pas si positive que ça par moment. Voilà. Mais ce n'est que mon avis, et je sais pas si Mathieu, Max ou Omar ont un avis aussi positif sur ces premiers mois. Normalement, c'est Mathieu qui lance la réponse. Mathieu, à toi la parole donc. Bah si, moi je vais avoir un avis positif sur les premiers mois de Galtier. On avait dit avant sa nomination que sans doute le plus gros point fort de sa candidature, c'était le fait qu'il avait pu la préparer justement en amont et par sa connaissance du PSG, de l'équipe, des joueurs, du contexte aussi qu'il allait trouver en Ligue 1, aussi de ces liens qu'il allait pouvoir avoir avec le futur directeur sportif qui est Luis Campos. Et je trouve que ça s'est vite matérialisé en réalité, parce qu'il a pu mettre en place un système de jeu, une idée de jeu, un modèle de jeu, quasiment immédiatement. Et il n'en a pas changé. Et je pense que c'est une première sous QSI, d'avoir un entraîneur comme ça qui arrive à, dès le départ, de commencer avec un système, avec une idée de jeu, et après 10-15 matchs, de ne toujours pas l'avoir changé, pas l'avoir modifié, et d'être toujours sur la même lignée. C'est-à-dire qu'il a trouvé son équipe très tôt. On peut remonter à chaque fois. Laurent Blanc, je pense, a été celui qui a trouvé le plus tôt. Et il passe au 4-3-3 à la 3e journée du championnat. Et il trouve le milieu de terrain Mota, Verratti, Matuidi à la 5e. Donc ça avait été un petit peu plus tard. Et Galtier, pour le coup, a eu son équipe vraiment, vraiment tôt. Il a aussi bénéficié, bien évidemment, du fait d'avoir beaucoup de joueurs, quasiment l'intégralité de son groupe, à la reprise. Ce sont pas anodin au regain de performance de certains joueurs majeurs. Qui étaient un peu aux abonnés absents l'an dernier et qui ont retrouvé de leur surpère sur le début de saison. Je pense évidemment à Messi, à Neymar, même à Ramos dans une moindre mesure. Mais globalement, je dirais que le mérite de Galtier, ça aura été de trouver rapidement un système qui convient à beaucoup de joueurs, qui rapproche les meilleurs joueurs de l'équipe et qui leur permet d'être dans des zones où ils peuvent influer et les avoir à un meilleur niveau physique et aussi dans de bonnes dispositions psychologiques avec l'approche de la Coupe du Monde. Tout ça, ça donne un cocktail qui permet de rehausser significativement le niveau de performance de l'équipe. Après, il y a toujours des imperfections, c'est normal. L'équipe, je pense, dans sa configuration, fait que voilà, il y a des défauts qui sont inhérents aux 11 qui sont alignés. On les évoque chaque semaine. Après, chacun a ses avis sur le fait que l'équipe peut ou non progresser sur certains aspects au vu des joueurs qu'elle aligne. Mais globalement, non, je pense qu'il a beaucoup fait pour maximiser le potentiel et le rendement de ses meilleurs joueurs. Et je pense que c'est le principal quand un entraîneur arrive. Et on va dire c'est la principale tâche d'un entraîneur, c'est faire en sorte que ces joueurs exploitent au mieux leur qualité. Je dirais qu'aujourd'hui, dans l'animation actuelle, c'est beaucoup le cas.
Après, évidemment, il reste beaucoup d'imperfections d'une part, mais aussi de défis d'autre part. La démence du calendrier fait qu'il va avoir une sacrée tâche à gérer dans la gestion de son équipe et dans le management, dans la gestion des temps de jeu. Pour le moment, ça s'en sort plutôt pas mal, mais il va devoir encore réussir à étirer le nombre de joueurs intégrés et avec du temps de jeu et des minutes, tout en gardant un certain niveau de performance, parce qu'évidemment, là, on a fait 11 matchs, on a un deuxième bloc de 11 matchs qui arrive. C'est un bloc beaucoup plus significatif que les 11 premiers. Tu vas évidemment définir la qualification ou non en Ligue des Champions, la qualification ou non à la première place aussi. Et tu as aussi, je pense, bien 7 matchs de championnat encore à venir. Donc, de quoi avancer encore dans la saison, arriver quasiment à mi-parcours. Donc, encore quelques obstacles, quelques haies à franchir. On va dire que les premières l'ont été sans encombre pour lui, et c'est déjà beaucoup pour un entraîneur qui arrivait avec un niveau de légitimité et de crédibilité qui n'était pas le plus élevé par rapport à ses prédécesseurs. Ouais. Dans une première sur live, on nous dit il parle beaucoup d'intensité, mais on voit que ça s'essouffle et tout. Après, comme tu l'as dit, il y a une question de contexte liée à la Coupe du Monde, notamment. Peut-être que les joueurs commencent aussi un peu à s'économiser. On a vu l'enchaînement des rencontres, tout ça. C'est vrai que ces 3 premiers mois, on peut peut-être pratiquement déjà les découper. Le premier mois, la préparation, le mois d'août qui est un peu féerique, même s'il se finit un peu mal avec le PSG Monaco qui est pas très réussi, et le mois de septembre on commence à rentrer dans le dur avec l'enchaînement des rencontres, mais on voit que c'est un peu au niveau européen que les équipes ont du mal. Voilà un peu pourquoi je dis que oui, il a des ambitions, il a des principes de jeu, mais c'est aussi normal que ça n'apparaisse pas forcément à tous les matchs de façon parfaite et tout ça. Omar, Max, pour compléter un peu ce pouls générique, ou vous voulez passer directement sur les points qui vous ont plu, parce que je pense que, à part si vous avez un avis un peu différent de Mathieu ou de moi qui sommes plutôt positifs, Max, dans quel sens va aller ta plaidoirie? Je t'écoute. Et forcément, c'est compliqué d'avoir un avis négatif. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, outre l'avis qu'on peut avoir de façon subjective, il y a des éléments objectifs. Et les derniers mois qu'on a eus, les dernières années qu'on a eues, notamment les 2 dernières années, ont montré qu'il ne fallait pas galvauder les résultats. Et aujourd'hui, la réalité des résultats, elle est que le PSG est premier en Ligue 1, premier en Ligue des Champions. On a les 10 victoires en 11 matchs et le fait d'être invaincu en ayant déjà un trophée. Donc, déjà, c'est le premier point qui est très positif. Et c'est ce qui fait que, de facto, ça rend la copie positive. Et les résultats, derrière ces résultats, on peut travailler et trouver en amont d'une part, une certaine forme de sérénité mentale, et d'autre part, essayer de trouver de la continuité dans le jeu, qui sont un peu globalement les différents. Moi, tu m'as demandé en amont, tu m'avais envoyé le thème en me disant quels sont les éléments positifs à retenir. Et finalement, je crois c'est les 3 mots ou les 3, 4 mots que j'ai réussi à dégager. C'est effectivement les résultats, la sérénité, la communication et l'adhésion. Et tout un peu un mix de. Il y a du bon et il y a du mauvais hein, là-dedans. Hein. Tout n'est pas excellent, c'est pas 20 sur 20 et la copie est parfaite. Mais globalement, l'ère Galtier, donc, qui implique également Campos, qui implique Antero Henrique et également les joueurs, bon, voilà, qui sont pas les mêmes que l'année dernière. Hein. Je parle pas juste des joueurs en eux-mêmes, je parle également de leur approche de la saison, notamment les éléments forts comme Neymar ou Messi. Mais globalement, on sent un élan plutôt quand même très positif, outre donc l'aspect comptable. On sent un élan positif et un retour d'une forme d'enthousiasme à voir le PSG, contrairement à la saison passée. Et en même temps, effectivement, une adhésion collective à un projet, à une ambition commune et globalement, donc oui, je vais pas non plus être dithyrambique, bien que je le paraisse, mais je vois pas comment, d'un point de vue très global, on peut émettre on peut émettre une quelconque négativité sur les premiers mois, c'est les 3 premiers mois de cette ère Galtier, qui ne préjuge pas de ce qui va se passer, mais qui, pour le moment, installe des fondations qu'on va qualifier d'intéressantes dans un climat positif.
Très bien. On nous dit sur le live, les résultats sont positifs, mais on a encore vu les faiblesses de la saison dernière. Ça, enfin, Galtier, tout Et c'est pas aussi. non plus un magicien, hein. Voilà. Et puis surtout, il a eu que 3 mois. Et c'est On a rien. vu des faiblesses de l'an passé, mais on a vu aussi beaucoup de bonnes choses qu'on voyait pas l'an passé non plus. Donc Des corrections. ça dépend de quelle façon tu veux le voir. Oui, et puis t'as quand même beaucoup de joueurs de l'an dernier qui sont de nouveau là. Si vous regardez le 11 de départ, à l'exception de Vitinha, c'est les 10 autres, ce sont les mêmes, hein. Donc, Et voilà. puis, Enfin, 9 avec pardon, Ramos, mais vas-y. non, mais dans cette logique, effectivement, il faut aussi considérer, comme tu dis, que l'effectif, les 14-15 premiers joueurs, il y en a peut-être 12 ou 13 qui étaient là l'année dernière. Même si quand tu comptes par exemple un Sarabia, il n'était pas là l'année dernière, mais il était au club et il était là les saisons précédentes. Il n'y a pas Mais il y a d'adaptation, ouais, juste, c'est sûr. voilà, exactement. Mais faut juste se rendre compte que en 3 mois, des coachs qui arrivent à tout changer et à révolutionner, soit on s'appelle Guardiola, soit ils s'appellent plutôt Conte et ils ont des effectifs beaucoup plus malléables, des joueurs qu'on va pas qualifier de quelconque, mais des bons joueurs, plus polyvalents, plus versatiles. Pas, tu vas pas changer la façon de jouer de ton équipe quand tu joues avec des trentenaires, des cadres, des Ramos, des Neymar, des Verratti, des Messi qui ont beaucoup plus qui sont des joueurs au-delà d'être de bien meilleur niveau, mais qui sont des joueurs qui sont plus qui ont des caractéristiques extrêmement déterminées. Donc, le déterminisme de tes joueurs fait que nécessairement, c'est compliqué pour un coach, en plus de son manque de légitimité en apparence et de son souci d'aller dans le sens du management, de caresser les joueurs, enfin, d'emporter l'adhésion de son groupe. C'est compliqué pour un coach, avec cet effectif, de changer du tout au tout. On pouvait pas l'attendre, on pouvait pas légitimement l'attendre. Et avec ce qu'on pouvait espérer, Galtier, on a tiré peut-être pas la quintessence, on va pas aller dans ces termes-là, mais il a tiré globalement des choses très positives de ce qu'on pouvait ambitionner de la façon de progresser de cet effectif dans les 3 premiers mois de sa prise en main. Ok. Bah écoute, grand résumé de la vie Maxou. Omar, j'imagine que t'as pas grand chose à rajouter d'un point de vue plus global. Toi, tu étais très pro Galette, on se rappelle, parce que tu as convaincu bon nombre de personnes avant qu'il signe au PSG qu'il était un bon entraîneur, qu'il était crédible, qu'il avait finalement pas tant de choses que ça envié à d'autres noms. Qu'est-ce que tu mets en. Qu'est-ce qui t'a le plus plu pardon, dans ces 3 premiers mois de notre ami Galtier? À vrai dire, moi, j'ai assez peu de surprises de ce qu'a fait Galtier parce que il a toujours un peu raisonné de la même façon. C'est quelqu'un qui a une approche assez rationnelle. En réalité, je trouve qu'il a mis beaucoup de cette rationalité dans l'effectif, dans la façon de manager et dans son approche. Euh, et en faisant des choses claires et des choses simples, ben, il a remis certains joueurs sur pied. C'est pas que l'effet Galtier, c'est aussi dû à l'orgueil des champions. Un Messi qui est probablement l'un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps, allait pas indéfiniment se faire piétiner par la Ligue 1. Il allait quand même montrer la supériorité à un moment ou à un autre. Et forcément, c'est quelque chose qui rejaillit sur ton équipe. Euh, il y a plusieurs faisceaux qui sont positifs. Le fait que l'effectif soit en santé et qu'il y ait peu de blessés, qu'il y ait un goût de revanche, néanmoins, sur une saison qui s'est arrêtée au mois de mars l'année dernière, que Neymar recommence à scorer, que Sergio Ramos redevienne non pas ce qu'il a toujours été, mais plutôt en tout cas une alternative dans ton effectif. Donc ça, forcément, tu as autant de billes que n'avait pas Pochettino, qui te permettent d'avoir un rendement et un rendu collectif bien meilleur que ce qu'il n'a été et qu'il aurait toujours dû être, à vrai dire. Donc là-dessus, je pense que son premier bilan est plutôt bon, qu'il a levé de façon assez rapide les réserves qui ont entouré sa candidature, peut-être même trop vite, à vrai dire, parce que enfin, c'était pas l'élite mondiale au moment de sa candidature.
c'est pas devenu le meilleur entraîneur du monde 3 mois plus tard. Faudrait pas basculer d'un extrême à l'autre parce que lui est en effet en apprentissage dans ce genre de club politique, mais je pense qu'il a néanmoins réussi son examen de passage. Et son premier examen de passage, c'était celui d'être un bon entraîneur de football. C'est ce qu'il est depuis de très nombreuses années. Et je pense qu'au niveau des contenus et des partis pris qui ont été choisis par l'équipe, il l'a plutôt prouvé. Là, pour moi, on va vraiment rentrer dans le dur parce que la lune de miel va s'achever. Les résultats vont commencer à peser moins dans la balance parce que à Paris, on est très habitué à gagner parce qu'on gagne 9 matchs sur 10, donc ça va devenir une espèce de norme. Les contenus vont être attendus à un niveau bien plus élevé et le drive qu'il va avoir sur l'équipe va devoir se manifester dans une période qui va vraiment être assez folle. Et moi, vraiment, Galtier et son staff m'inspirent beaucoup, beaucoup de confiance, une relative tranquillité et je vois pas trop comment ça pourrait mal se passer s'ils continuent de faire les choses comme elles sont faites actuellement, tant au point de vue technique que du management et peut-être juste un peu moins de communication parce que il faut pas juste être populaire dans les médias, vaut mieux être juste un bon entraîneur, ça suffit et le reste, le foot fera le reste. Ouais, tiens, il y a une remarque sur le live qui est effectivement quelque chose qui revient régulièrement. À quel point c'est Galtier et à quel point c'est les joueurs qui se sont pris en main par rapport à la Coupe du Monde notamment. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que c'est quelque chose qui effectivement revient comme quoi il est tombé au bon endroit et puis aussi la bonne saison parce que les mecs se sont bien préparés, parce qu'ils ont la Coupe du Monde en 4 mois, enfin 4 mois au début de la saison, donc ils ne pouvaient pas se permettre de trop se relâcher pendant l'été en visant la seconde partie de saison, quoi. Les joueurs, ils ont toujours des objectifs. Alors effectivement, tu as la Coupe du Monde qui en plus est peut-être la dernière pour deux des joueurs les plus majeurs de l'effectif, qui va être le phare de cette première partie de saison. Mais les joueurs, surtout ceux de cette dimension, ils ont toujours des objectifs, aussi minimes que ce soit. C'est ce qui va les driver, c'est ce qui va les faire être surperformants depuis plus d'une dizaine d'années pour la plupart. Donc j'ai un peu de mal à souscrire à la théorie de joueurs qui se laissent vivre. Euh, Ils ont eu des creux de performance assez clairs et assez nets pour tout un tas de raisons. Je pense qu'on en a parlé ici des dizaines de fois pour Neymar et que peut-être on avait sous-estimé le changement de vie de Messi et l'impact que ça aurait sur le terrain. Parce que c'est souvent de ces deux joueurs-là dont on parle pour préparer la Coupe du Monde. Mais non, moi je pense que c'est plus global que ça et que la Coupe du Monde, il y aura probablement qu'un vainqueur. Avec la composition de l'effectif du PSG, tu as forte chance qu'il y ait un champion du monde dans l'effectif en fin décembre. Je pense pas que ça cassera totalement la dynamique si Neymar n'est pas champion du monde ou si Messi ne l'est pas, tu vois. Il l'a jamais été et il fait ces carrières-là, donc j'ai un peu de mal à croire à ça, perso. D'accord, non mais c'est bien, moi effectivement le rappeler qu'il y a des objectifs que chacun suit et comme on dit sur la live, si gagner la Champions League c'est pas un objectif motivant, ça fait peur. Peut-être que les trucs en plus les font aide à l'entraînement invisible on va dire, mais bon, c'est comme ça. Bon, on a dit beaucoup de positifs, pour rentrer un peu plus dans ce qui nous a plu, bon moi j'ai un avis un peu, comment dirais-je, pas vicié mais orienté, c'est mon métier, hein, c'est pour ça que je dis ça. En termes de communication notamment, je vous laisserai parler de ce qui vous a plu tactiquement sur le terrain, tout ça. Mais en termes de communication notamment, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est que je me souviens dans le podcast il y a combien 6 mois, un an, on était un peu dans les. Après quelques mois de Pochettino où il ne disait strictement rien en conférence de presse, il y a beaucoup de supporters qui m'avaient dit sur le live, enfin beaucoup. J'ai un certain nombre qui m'a dit mais non mais c'est très bien qu'ils disent que de la soupe, comme ça on pourra pas lui reprocher plus tard, il dira pas de bêtises, etc. etc. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé, c'est ce que je lui ai dit, non ça va être tout le contraire, c'est que
à force de rien dire, il va rien expliquer et ça va forcément se retourner contre lui parce que c'est toujours comme ça. Les supporters, ils veulent aussi des explications. Ils veulent que leur entraîneur, il leur parle, que ce soit par ses réseaux sociaux, même si c'est aujourd'hui pas encore trop le cas, ou par voie de presse, ou par divers biais. Mais il y a besoin d'avoir un contact. Et comme on dit sur live, il est très intéressant à écouter Galtier. En fait, Galtier, il répond aux questions que les supporters se posent. Faut pas croire que les supporters, ils aiment juste regarder. Enfin, il n'y a pas que le score qui compte, il y a le contenu aussi. Il y a le terrain, il y a les choix des joueurs. Pochettino, par exemple, refusait toujours de commenter les performances individuelles des joueurs. Ce que je peux comprendre. Mais il y a des fois, de lui-même, il se contredisait déjà, parce qu'il y a eu des moments en conférence de presse, il dit je commande pas les performances individuelles. 4 questions plus tard, il répondait à une performance individuelle qui lui avait plu. Voilà. Là, Galtier, globalement, n'élude aucune question qui concerne le football. Bon, alors, bien évidemment, des fois, il ment. On va pas faire semblant. Il y a eu des réponses où... Voilà. Mais il est dans son rôle. Mais, on va dire 80% du temps, il va apporter des vraies réponses à des questions que se sont posées les supporters. Et pas seulement dire... ouais, il nous avait sorti un jour, Maurice, il me faudrait des heures pour vous l'expliquer, donc j'ai pas le temps, je vais pas vous l'expliquer. Déjà, c'est hyper méprisant, parce qu'il faut pas croire qu'il a la science infuse quand on voit le rendu de ses matchs. Et ensuite, c'est méprisant pour le mec qui pose la question, mais ça c'est pas très grave, quelque part il est là aussi pour prendre ce genre de veste, mais c'est aussi ultra méprisant par rapport aux supporters qui payent quand même pour voir son équipe jouer. Après, Philo, excuse-moi, je te coupe. Mais vas-y, je t'en prie. C'est aussi un rappel nécessaire. C'est vrai, Enfin, mais bon. être entraîneur d'une équipe pro, c'est pas à notre portée. Donc, ok, ça peut paraître méprisant, mais Christophe Galtier, Mauricio Pochettino, Pep Guardiola ou Christophe Pélissier, en fait, c'est pas nos camarades. Il est vrai. C'est important de se le dire parce que il y a parfois, et notamment, c'est surpondéré par rapport aux réseaux sociaux, beaucoup de condescendance pour des mecs qui ont des compétences, mais infiniment supérieures à tout ce qu'on pourrait imaginer. Et pour avoir eu la chance parfois de parler avec des coachs d'équipe pro, et ils mettent à poil niveau foot n'importe qui sur ce live, n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais à tous les niveaux. Je suis Donc, d'accord. Non, mais c'est tu as mal raison. qui fait mal, c'est un bon rappel en fait. Non, mais tu as totalement raison. Moi, je me souviens avoir discuté, même pas avec des entraîneurs pro, même des entraîneurs qui coachent en U19, nationaux, je parle. Déjà, tu prends une claque. Mais en fait, je trouve que c'était un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la communication de Pochettino, dans le sens où il répondait jamais. Et en plus, il t'explique que t'es une merde que tu peux pas comprendre. T'as envie de dire, attends, ça fait 6 mois que tu me racontes de la soupe, que tu me dis que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que ton équipe, elle a mis pas 3 passes contre l'avant-dernier du classement. Tu peux pas finir en sortant ça, quoi. Donc c'est un peu ça qui avait été un peu pénible. Et quelque part, je le comprends très bien, parce que comme tu le dis, en termes de compétences, mais moi, des fois, je vois passer des trucs qui se sont écrits, je me dis, attends, ça n'a aucun sens. D'un point de vue footballistique, tactique, ça n'a aucun sens. Donc je comprends un peu. Mais pour revenir sur Galtier, il prend pas ses interlocuteurs de haut. Au contraire, il sait plutôt être complice avec eux à un bon niveau. Alors évidemment qu'un jour, sa communication lui sera reprochée. Et je parle pas du char à voile, ça je m'en fous en fait. Je parle plutôt quand il va parler terrain, il y a des moments où il y a des trucs qui vont pas plaire. Il va faire des erreurs parce qu'il dit beaucoup de choses malgré tout. Mais quelque part, tu as envie de l'écouter parler. Et en fait, c'est déjà pas mal. Parce que pour défendre son bilan, parce qu'il y a un moment où il va devoir défendre des choses, il va devoir défendre des options qu'il a prises, il va devoir défendre des joueurs, il va devoir défendre des choix qu'il va faire en cours de match, du coaching, des changements, tout ça. Au PSG, tout est sujet à controverse. C'est comme ça, c'est la vie d'un grand club. Si vous voulez pas de controverse ou de polémique, vous allez soutenir un club de national, vous verrez, vous serez tranquille. Et encore, même là-bas. Bref. Il va y avoir forcément des moments où ça va peut-être un peu lui retomber dessus, mais je pense qu'il s'est aussi acheté sa crédibilité extérieure par sa communication. Parce que les matchs, effectivement, il y a beaucoup de gens qui reprennent plaisir à les voir. Et c'est la base de tout. Parce qu'un supporter, il est quand même... Le but, c'est quand même de suivre une équipe, de vivre des émotions à travers ce qu'elle produit collectivement ou individuellement. Mais il y a aussi la façon de voir l'entraîneur, de voir les joueurs. Et je pense qu'à ce niveau-là, Galtier fait beaucoup de bien parce qu'il redonne un visage assez humain, un visage aussi un peu français, francophone surtout. Pas français particulièrement, mais un peu francophone. Le fait de reparler un peu français au PSG. Tuchel a fait l'effort, Emery avait tenté, plus ou moins réussi selon le niveau d'accent. Pochettino n'a jamais fait l'effort ou n'a jamais voulu le faire parce qu'il craignait trop les propos mal traduits. Mais je trouve que pour tout le monde, au moins les Français, c'est quand même vachement plus sympa de suivre les aventures de l'entraîneur parisien
que ça a pu l'être par le passé. Effectivement, Mathieu Blanc avait tenté de parler français, c'était plus ou moins bien réussi également. On se rappellera toujours on va se frotter à nos maîtres avant d'aller jouer Barcelone, et ce genre de perles qu'il avait pu nous sortir. Mais voilà, en tout cas, moi je sais que ce n'est que de la communication, mais ça me fait vraiment très très plaisir d'avoir un entraîneur qui répond à des questions, qui parle de ses joueurs et qui te prend pas pour un idiot, même si peut-être qu'il pense que tu l'es, parce qu'effectivement il y a des fois des questions où à sa place je rigolerais, quoi. Donc voilà. Pour moi c'est vraiment un point positif, cet aspect communication, et c'est quelque chose qui avait été un peu trop oublié par son prédécesseur, même s'il n'a pas que des qualités, que des défauts le prédécesseur, je le rappelle. Petit point sub, merci à Stuptrick, Oral B2, formidable pseudo, Elwood 13 et Better Ideas 365 pour les subs. Mathieu, Max, oui Maxou, oui, Ouais, vas-y. juste pour aller pour rebondir dans ton sens, effectivement, en fait, je pense que c'est pas négligeable comme point. Effectivement, c'est comme tu dis, c'est que de la com, c'est pas du rendu terrain, et il faut pas non plus. Aujourd'hui, on a tendance au contraire à le surestimer, mais nous, dans notre bilan, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, notamment eu égard à à ces derniers mois qui ont été un peu insipides en termes de communication. Et c'est pas que pour, j'allais dire, pour vous les journalistes. Enfin, c'est pas que de la soupe aux journalistes finalement qui est servie. Galtier, son objectif et enfin, son intérêt et ce qu'il dégage à travers sa communication, c'est pas que pour nourrir les journalistes. De la mesure où et je suis désolé, on est obligé de faire un parallèle entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant. Je me souviens de Victor qui disait quand on parlait d'Emery, faut pas comparer Emery blanc. Bah, nécessairement là aujourd'hui, on est obligé, en tout cas sur des aspects communicatifs, de comparer un petit peu avec ce qui se passait avant. Et moi je dirais que dans la communication, l'intérêt que je vois d'avoir une communication un peu plus franche, claire, explicite, c'est notamment parce que tu ressens une forme d'adhésion et d'implication de l'entraîneur et d'implication vis-à-vis des supporters. Donc, tu vois, ça donne aussi c'est pour ça que je mettais en avant le mot sérénité, parce que, et c'est l'enthousiasme que ça peut générer, parce que bah, nécessairement, tu as une adhésion au projet qui doit venir de tout le monde. Et lui, en tant que coach, on peut considérer que ça peut paraître un peu factice, mais désolé, mais c'est bien d'avoir un coach corpo. Comme un employé, quand il est corpo, c'est plus intéressant que d'avoir un employé d'une entreprise. Et ben, de cette façon, avoir quelqu'un qui met en avant le club, qui est fier d'être dans le club, qui effectivement parle français, donc arrive à être en étant la figure de proue du club, parce que c'est celui qui est le plus exposé en allant en conférence de presse. Bah, le fait de ne pas aller en conférence de presse en traînant des pieds et d'y aller en essayant de faire passer des messages plutôt qu'en faisant le mur, bah nécessairement, ça montre un peu plus d'implication et tu aurais tendance à considérer que cette implication qui se voit parce qu'elle est apparente des journalistes, bah, en aval vis-à-vis des joueurs, elle existe aussi. Et donc le message qu'il peut relayer, bah, il est peut-être un peu plus impactant, même si évidemment tout ça, je veux surtout pas surestimer et essayer de dire qu'on est passé du tout au rien, mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que ça a plus de poids que simplement, et surtout ça a plus d'implication que simplement je suis là pour faire plaisir aux journalistes et pour me faire plaisir à moi-même, voilà, les petites phrases, etc., même la petite blague sur le char à voile. Voilà, la communication, effectivement, je ne galvauderais pas ce point positif. Ouais, on nous dit que le traitement des journalistes est très différent entre Galtier et Pochettino. Je suis pas d'accord. Pochettino, il a été très très bien accueilli. Alors, l'histoire des traductions, tout ça, c'est un point, mais au moins il avait le traducteur qui traduisait directement. C'est plus à force que ça s'est creusé parce que, au bout d'un moment, quand tu réponds jamais aux questions, forcément, ça. C'est pas que tu le payes, c'est que bah, c'est pénible pour tout le monde, quoi. On dit plus transparent que ses prédécesseurs. Ouais, pas forcément plus transparent. Je suis retourné lire justement au moment des pires conférences de Pochettino, je suis retourné lire un peu, voir ce que Emery disait, ce que Tuchel disait, ce que Blanc disait aussi. Et je regrette, c'est pas une question, c'est juste qu'il y en a un qui était vraiment très fermé, alors que les autres étaient beaucoup plus ouverts.
Je me souviens de poser, après un PSG Angers tout à fait quelconque, de demander à Emery pourquoi Mota avait joué axe droit et Krikoviak axe gauche. Et Emery ne m'avait pas dit c'est trop compliqué pour t'expliquer. Enfin, c'est François qui avait posé la question, qui était une question de Mathieu. Et Emery nous avait répondu sans problème bah, c'est pas compliqué. Il fallait que entre Mota et Krikoviak, Mota était le plus grand des deux. Il fallait aller au duel avec Chekendoy. Donc on a fait cette inversion. Alors que quand on regarde les joueurs sur le terrain par rapport aux pieds, le contraire eût été beaucoup plus logique. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'était pas juste une question de traitement, de copinage ou de quoi que ce soit. C'est juste qu'au bout d'un moment, t'en as un qui t'aide à travailler parce qu'il il fait des vraies réponses, un autre qui t'envoie que de la soupe pendant 20 minutes. Même si t'es accueilli à peu près de la même façon au départ, je pense qu'assez vite, t'as des personnes avec lesquelles t'aimes travailler, d'autres avec lesquelles tu n'aimes pas travailler. C'est plus ça que du copinage. Il y a du tutoiement, mais Galtier a répondu à des gens qui n'étaient pas, a déjà répondu à des questions de façon très pertinente à des gens qui ne sont pas ses potes, quoi. Donc le copinage a des limites et au contraire, c'est pas forcément en conférence de presse qu'ils vont utiliser ce genre de choses, quoi. Voilà un peu pour le point communication qui était un peu long dans les bons points. Mathieu, en peut-être plus orienté terrain, dans ce qui t'a plu, puisqu'il y a du pain à moudre chez Galette ou pas? C'est quand même une des grandes phrases de notre ère Laurent Blanc. Ouais, beaucoup de choses qui m'ont plu sur le terrain. Forcément, on a eu beaucoup de spectacles. Je dirais que le fait d'avoir un modèle de jeu très clair très tôt pour donner des bases, le fait de recentrer Neymar, Messi, les rapprocher surtout, leur donner beaucoup d'espace pour créer, y compris avec l'utilisation des latéraux pour attirer la défense adverse et permettre de créer ces espaces à l'intérieur du jeu. Ça m'a bien plu. L'utilisation qu'il a pu faire de Vitinha et notamment les petits micro-ajustements qu'on a pu voir de match en match en fonction de si Vitinha était axe droit ou axe gauche, en fonction de là où tu pouvais avoir besoin par rapport au mouvement de Messi ou Neymar. Globalement, un discours assez général qu'il a pu tenir et qui m'a plutôt surpris venant de lui, notamment la réputation qu'il avait. L'idée de mettre la technique vraiment au cœur de tout, notamment tout ce qui a été la question autour du recrutement d'un nouveau milieu de terrain au PSG sur la fin du mercato. On avait beaucoup parlé d'un profil physique, c'était l'équipe qui avait sorti ce profil apparemment cherché par le PSG. Galtier l'avait avait rapidement éteint en disant que voilà, ce qu'il cherchait c'était plus vraiment la technique, et tu le vois de toute façon dans ses choix de joueurs avec l'installation de sa doublette Verratti-Vitinha, donc le parti pris assez clair qui a été fait à ce niveau-là. Évidemment, ça a ses points négatifs ou c'est le revers de la médaille sur le plan défensif ou sur les phases de jeu où tu dois un peu courir vers ton but. Et sur les phases où on a le ballon, ça peut donner quelques séquences où on prend beaucoup de plaisir, comme on l'a pu voir encore récemment face à Lyon. Non, voilà, beaucoup de bonnes choses j'ai trouvé sur le terrain. Après, bon, bah, on verra si ça se confirme dans les matchs où on sera un peu plus dans le dur, on aura sans doute plus besoin de sa patte sur le banc, dans ce qu'il peut faire au niveau du coaching en cours de match, ce genre de choses. Après, il faut voir dans quelle mesure il a une vraie marge de manœuvre à ce niveau-là, vu la qualité déjà dans l'11 de départ. Non, sinon, son traitement avec les joueurs, globalement, a l'air de bien passer, notamment avec les joueurs majeurs. Je pense à Neymar, à Messi, à Verratti, à Marquinhos. C'est un atterrissage qui s'est fait de façon assez naturelle pour lui à ce niveau-là. Il n'y a pas eu les craintes que certains avaient pu avoir au moment de sa nomination sur le fait de voilà, s'il allait être rejeté soi-disant par le vestiaire, qui allait le prendre de haut ou pas. Donc, il est arrivé avec visiblement le bon caractère et ouais, les bonnes prédispositions pour tenir ce vestiaire. Donc non, de ce point de vue, beaucoup de positifs depuis le début de saison. Moi, je considère de toute façon que le négatif qu'on voit sur certains matchs, c'est plus ou moins inhérent aux joueurs qu'on aligne. C'est-à-dire que si tu veux reprocher à Galtier la phase défensive, où parfois l'équipe se coupe un peu en deux, ou les transitions que tu peux te prendre, ouais, je veux bien le reprocher, mais je pense que tu mets n'importe quel entraîneur qui veut jouer avec le trio offensif qu'on a, ça va être le cas forcément en fait. Et le but c'est de le minimiser au maximum, de le cacher au maximum, sans doute en ayant la meilleure tenue possible du ballon. C'est des choses auxquelles on va pas couper. Donc moi sur le plan du terrain et sur le plan vraiment du jeu observé,
je trouve qu'on voit vraiment de très très bonnes choses. Hein. Si vous voulez, vous pouvez vous refaire un peu les buts qu'on a pu marquer cette saison. Bien si vous avez pu voir les compiles de Messi ou de Neymar qui ont pu traîner sur les réseaux sociaux ces derniers jours, sur les premiers mois de compétition, on voyait quand même qu'on a pu envoyer des séquences de football qui étaient d'un certain niveau et avec encore les meilleurs joueurs de l'équipe très proches les uns des autres, les Verratti, Neymar, Messi, Mbappé ensemble, deux latéraux comme ça qui écartent et ça donne vraiment de très très belles situations. Donc de ce point de vue, moi j'ai quasiment rien à reprocher à Galtier à ce niveau-là et je pense qu'il est sur la bonne voie. Oui, et puis comme tu le dis, il y a du très beau jeu, puis il y a quand même 35 buts en 11 matchs, t'es à plus de 3 buts de moyenne, et encore, t'as réduit un peu dernièrement, parce que t'as gagné plusieurs fois 1-0, mais 35 buts en 11 matchs, faut les mettre quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est monstrueux 35 buts en 11 matchs. Il me semble il y a 2 ans, on avait fini la saison en championnat à 79 ou 80 buts marqués à peine, donc 2 par match. Là, on est à plus de 3,3. Bon, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est ça. Omar, même si tu en as un peu parlé tout à l'heure de ton côté, qu'est-ce qui t'a le plus plu chez l'ami Galette, son accent, ses prises de position pour la défense à 3, je ne sais pas. Euh, non, dans les parties prises sur le terrain, vraiment, il y avait cette idée d'avoir beaucoup de domination territoriale qui a été très claire parce que tu joues quasiment constamment avec quatre offensifs, parce que je considère vraiment Nuno Mendes dans la ligne offensive. Ça a donné des actions avec beaucoup d'amplitude. Effectivement, une maestria technique de très très haute volée. Et ça, c'est vraiment le fil rouge depuis le mois de juillet. C'est aussi très, très corrélé au niveau d'inspiration des joueurs, qui est très élevé depuis de très très longues semaines. Mais effectivement, enfin, je pense que les schémas qui ont été décidés, les positions des uns et des autres, avec un Verratti omniprésent en base créative avec Messi, a pu donner tout l'allant offensif et vraiment des actions de tout premier ordre technique qu'on a pu voir et des séquences très fraîches. Première partie de la première mi-temps à Lyon qui est d'un niveau absolument extraordinaire. Donc ça, c'est ultra positif. C'est vraiment, à mon avis, tout ce qui se passe dans le dernier tiers du terrain et à mon sens, le saut de qualité le plus marquant qui a été fait entre Pochettino et Galtier, si on devait les comparer. Et c'est vraiment, je pense, dans cette phase-là que les changements principaux ont été opérés, d'attitude, de volume aussi. Et c'est ce qui fait peut-être, pour abonder pour aller vers l'angle qu'a eu Max tout à l'heure, l'adhésion que peuvent avoir les supporters. Parce que bien entendu, quand tu as une équipe qui marque des buts aussi spectaculaires, qui surtout a beaucoup d'appétit offensif, tu as plus de facilité à t'associer à cette équipe-là et à avoir de la sympathie pour elle. Ouais, j'avais pas compris que tu t'arrêtais là-dessus, c'est pour ça, j'étais en train de réactiver le micro, j'ai pas l'habitude. Maxou, dans les points positifs, il y en a un de plus que tu veux rajouter ou pas? Ou tu veux qu'on passe à la partie un peu moins positive de la chose? Moi, j'ai pas plus d'éléments qui pourraient apporter de la plus-value. Voilà. Moi, ok. Juste un petit point non, sur le nombre pour l'instant, même si c'est en train d'augmenter, le nombre assez restreint de blessures. Je me souviens, on en avait parlé avec Jean, notre ami lillois, quand il était venu nous présenter Galtier et Renato. Effectivement, je vous ai dit, ouais, très peu de blessures. Et je trouve que, vu le nombre de matchs qu'on a joué jusque-là, bon, Renato a eu un petit pépin, mais ça, malheureusement, j'ai envie de dire, ça le suivra toute sa Ne vie. tente pas trop le quart, ma fille, parce que là, on rentre vraiment dans un tunnel où Ah, mais je dis ça va ça, être difficile de pas en avoir. Je dis ça accroché à ma table, hein, je peux vous promettre, je donne tout pour lutter contre le mauvais sort. Hein. Je n'ai pas le marabout de Paul Pogba, mais je donne tout quand même. Non, mais ouais, après, bon, les terrains vont devenir gras. Évidemment, ça va être plus compliqué que l'enchaînement des matchs, mais d'habitude, avant même le premier enchaînement des matchs, ça commence à péter dans tous les sens. Là,
On a tenu 11 matchs, on a eu donc Kimpembe, mais L'an dernier, pas trop, faut le reconnaître. Hein. Oui, un peu moins l'an dernier, c'est Je vrai. tiens à défendre l'honneur de Sebastiano Sebastiano, Pochettino. qui est probablement le cerveau de la famille. Et quand même, faut le dire. Non, non, mais ouais, c'est vrai que Marc qui nous a fait une tirade tout à l'heure pour dire qu'il fallait respecter les coachs. j'y peux rien si le fils Sebastiano a eu un meilleur bilan au PSG que le père Maurizio. Au bout d'un moment, l'aspect physique était peut-être la seule bonne chose, ou en tout cas la meilleure chose de son bilan. Donc Sebastiano a fait un très bon travail sur le bord du Paris Saint-Germain, ou plutôt au camp des loges. Je suis moins convaincu par le travail de Maurizio. Je dis pas qu'il est nul en tout, je dis que son fils est excellent et qu'il a fait un meilleur boulot que lui à Paris, c'est tout. Peut-être que à Tottenham, ils n'auront pas forcément le même avis, ou dans le prochain club, on verra, mais même côté des joueurs, on avait d'excellents retours sur Sebastiano, c'était un peu plus, comment dirais-je, moins franc sur le travail de Maurizio, donc, et puis même sur le terrain, ça se voyait aussi, quoi. Donc bon, on nous dit sur live, dans un des 25 podcasts de présentation de Galtier, oui, il fallait qu'on réapprenne à jouer au foot. Non, ça c'est vrai que, mais je trouve que la continuité physique, le peu de blessures musculaires, même si attention, l'hiver arrive, on est rentré en automne depuis peu, euh, ça reste une bonne chose. On a eu Kimpembe, je disais, on a eu Renato, on a eu une toute petite alerte pour Mbappé en début de saison, faut pas l'oublier. Mais globalement, ça va. C'est peut-être aussi un peu ce qui a fait grogner certains sur le banc de touche, mais jusque-là, il n'y a pas de problème physique. Vitinha qui a eu un petit pépin, mais c'est pas lié à la préparation, c'était un choc monstrueux à Nantes. Donc moi je mets ça dans les très très bons points. Après sur l'aspect football, vous avez plus ou moins tout dit. Là. L'identité de jeu retrouvée, la capacité à faire bien jouer son équipe, redonner du plaisir, retrouver du lien avec les supporters, tout ça c'est évidemment des choses très 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 positives. Non, Danilo n'a pas grand chose, c'était un petit coup reçu, puis je vous ai dit, je lui ai fait la news ce midi, il était de retour à l'entraînement, donc la montagne du Douro va bien, il devrait même jouer demain soir en défense centrale avec Ruben Dias contre l'Espagne. Oui, Maxou? Oui, non, en fait, moi, j'ai un point qui est un peu transitoire. Ah, vas-y. Donc, je me permets d'ouvrir mon micro. Non, un point quand je dis qu'il est transitoire, c'est-à-dire qu'il peut tout dépend de sous quel prisme on l'aborde. C'est-à-dire que c'est juste 3-5-2 en principe, hein, si je regarde le 3-5-2 tel qu'il a été installé par Galtier, tel qu'il a été pensé par le duo Galtier-Campos depuis maintenant 5 mois, euh, j'ai 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 ce versant positif de me dire qu'ils ont, comme vous l'avez parfaitement développé, ils ont une clarté, et je dis bien ils ont vraiment une vraie idée de ce qu'ils veulent au Paris Saint-Germain et de comment ils veulent faire jouer l'équipe, faire avancer l'effectif et faire surtout progresser les joueurs dans un schéma qui apporte de la continuité, donc qui peut apporter également avec les résultats de la confiance à tout un chacun. Mais en même temps, j'y vois également d'un point de vue peut-être pas négatif, mais le versant peut-être un peu plus brumeux, c'est que a fortiori ça amène du rigorisme, un espèce voilà, une rigueur tactique qui fait que bon bah voilà les trois milieux on les a eu avec très avec vraiment de façon très avec parcimonie et on a l'impression que voilà il a du mal à changer. Alors à voir si c'est parce que lui ne le souhaite pas ou parce que tout simplement il ne voit pas une évolution ainsi, mais ou parce qu'il estime que aujourd'hui son effectif doit jouer de cette manière et uniquement de cette manière. Mais le fait d'avoir installé un schéma est très positif pour la continuité d'un début de mandat. Mais en revanche, effectivement, ça peut, on l'a vu avec d'autres entraîneurs au Paris Saint-Germain, le fait de rester dans un schéma, voilà, ça peut amener également peut-être un peu trop un manque de polyvalence qu'on a pu dénoncer parfois ces dernières années. Et donc, voilà, moi je vois un peu ce côté, ce 3-5-2 me laisse pas forcément perplexe, mais un peu circonspect sur la façon dont ça peut évoluer tactiquement vis-à-vis notamment de cette gestion à 3 au milieu. Et à Après, 3 et donc à trois derrière, pardon. Après, c'est toujours le même débat entre d'un côté la continuité qui peut mener à
l'enfermement dans un même système, et de l'autre, le trop plein de flexibilité qui peut mener à la confusion. Donc, Mais justement, si tu tu veux vois, caricaturer, tu peux dire d'un côté, c'est le PSG de Laurent Blanc qui changeait jamais, qui avait aucune exactement. variante, et de l'autre, c'est le PSG de Tourelle qui changeait tous les matchs et qui avait du Mais mal à créer des repères et des automatismes, je suis si on veut entièrement d'accord, mais caricaturer. Faut et, trouver un et- et équilibre. c'est et c'est pour ça que la continuité, je pense qu'en début de mandat, c'est nécessaire. Mais à quel moment est-ce que tu te permets de basculer pour apporter de la légèreté, de la polyvalence, pour éviter justement de tomber, comme tu l'as dit, dans la caricature de différents entraîneurs qu'on a eu. C'est ça, en fait, où là, il va falloir peut-être trouver un point de bascule. Maintenant, on l'attend, hein. C'est pas du tout une critique sur ce qui s'est passé, mais juste si on ouvre un petit peu ce qui peut se passer et ce qu'on peut attendre de lui, c'est peut-être trouver cet équilibre, comme tu le dis, entre souplesse et rigueur. C'est vrai que l'enchaînement des matchs qui va arriver après la trêve va être un test à ce niveau-là, puisque déjà la blessure de Kimpembe a été un premier moment un peu charnière entre guillemets, puisque tu avais la possibilité de repasser à 4 en disant on n'a que 2 défenseurs centraux de métier dans l'effectif qui nous reste, on va pas pouvoir tenir sur l'ensemble de la durée d'indisponibilité de Kimpembe et la défense à 3. Donc autant repartir sur une défense à 4. Galtier, il a pris le parti de garder un schéma, de garder cette continuité-là pour le moment. On va voir si ça va tenir jusqu'à retour de blessure de Kimpembe. J'imagine que dans son objectif, ça va être de tenir encore ce système-là sur la série de matchs qui arrive. Mais bon, on sait qu'on est à peut-être une autre blessure supplémentaire dans le secteur défensif de devoir changer malgré tout. Et bon, je pense que les changements dont parle Galtier, la flexibilité qu'évoque Galtier, elle se situe plus, comme tu l'as dit Max, à revenir sur la défense à 3, mais pouvoir passer à 3 au milieu de terrain. Évidemment, ça suppose de sortir un des 3 devant, et on sait que c'est toujours il faut beaucoup de doigté, beaucoup de considération dans ces cas-là. On a vu Mbappé faire une petite phrase pour prévenir un peu sur le turnover à venir en club à la suite du premier match de l'équipe de France. Je sens que c'est pas des situations qui sont ultra faciles à gérer. J'ai vu pas mal de supporters aussi commencer à critiquer Galtier sur le fait qu'il sortait pas Messi ou enfin ce genre de choses. Donc c'est toujours des situations un peu difficiles à gérer, mais je pense qu'il va devoir le faire. Et après tout, c'est lui et Campos qui ont choisi cette option-là, parce qu'il faut se souvenir que c'était pas le plan du PSG de recruter un nouveau milieu de terrain. Le plan de PSG, c'était plutôt de prendre un joueur pivot en attaque. À partir du moment où ils ont raté Scamacca et qu'il n'y a pas vraiment d'autres options au milieu de terrain, et à partir du moment aussi où Messi et Neymar ont retrouvé la forme et apparaissaient rapidement comme indiscutables et insortables, évidemment, à ce niveau-là, ils se sont dit on va pas prendre un nouveau joueur offensif qui va pas jouer, on va plutôt prendre un joueur en plus au milieu de terrain qui va nous apporter une variante pour pouvoir équilibrer l'équipe. Donc à voir maintenant comment il intègre cette variante-là qu'ils ont voulu se donner au mercato. Voilà, comment il intègre dans le quotidien de l'équipe et dans l'enchaînement des matchs. Ça va être un peu l'enjeu de l'intégration de Soler. Donc c'est le joueur en question qu'ils ont identifié et qu'ils ont ramené. Comment ils arrivent à lui donner du temps de jeu, à faire en sorte qu'il devienne une vraie option, notamment en cours de match, pour pouvoir apporter un peu de cette flexibilité qu'on peut, euh, qu'on peut rechercher et dont on aura forcément besoin. Après, si la flexibilité doit mener jusqu'à la défense à 4, ça pour le moment, ça reste. J'imagine que c'est pas encore à l'ordre du jour, ou du moins officiellement. Mais c'est vrai que ça peut être aussi une possibilité, une nécessité à un moment de la saison. C'est vrai que si tu te bases un peu sur les entraîneurs et les équipes qui sont adeptes de la défense à 3 un peu fixe comme ça, tu remarques que souvent ces entraîneurs-là ont du mal à changer de cette défense à 3 et à en sortir. Je pense à Antonio Conte notamment. Euh, Tu le verras jamais repasser à 4 en cours de match, alors que parfois tu te dis, quand tu dois aller marquer un but et tout, garder 3 centraux, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Galtier sera sans doute aussi attendu à ce niveau-là. Est-ce qu'en cours de match, il peut sortir un Ramos pour ajouter un milieu de terrain ou un attaquant si le jeu le demande? Ça, c'est aussi ce genre d'ajustement en cours de match sur lequel il va être attendu et que les très très grands entraîneurs font aussi. Donc, mais bon, ça sera dans l'enchaînement des matchs qu'on le verra. Ouais, c'est marrant le point dont tu parles, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé sur le live. Outre le fait qu'on n'a pas encore vu sa doudoune magique, ça ne saurait tarder. C'est effectivement peut-être le coaching en cours de rencontre. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, enfin, peut-être pas choqué, peut-être pas jusque-là, mais qui m'avait surpris, c'est quand
Après PSG Juve, il dit qu'il avait trop tardé dans son coaching, que je peux comprendre, même si c'est compliqué de sortir un des 3 joueurs de devant, et ce jour-là, il avait choisi de sortir Messi à la 84e. Bon, c'est pas non plus. Voilà, il n'avait pas joué les 5 dernières minutes. Hein. Mais je crois qu'il redit la même phrase après Brest. Et en revanche, il ne le dit pas après Haïfa, où il fait un coaching là aussi assez tardif. Et on a l'impression, enfin moi j'ai un peu cette impression à ce niveau-là qu'il est pas encore totalement entré dans son rôle d'entraîneur du PSG. À savoir que... Après, dans les deux cas, c'est faire sortir un membre du trio offensif. Oui, je sais. Oui. Et j'ai l'impression qu'il, je vais pas faire l'interprétation psychologique, hein, mais c'est un peu comme pour se convaincre du fait qu'à un moment, voilà, il va falloir y aller et en sortir un des trois et faire du turnover, quoi. Ou bien aussi pour les prévenir un peu en avance, quoi, leur dire ça va tomber, quoi. À un moment, je vais devoir vous sortir, ou à un moment, vous allez pas jouer, quoi. Mais c'est clair que sur l'enchaînement des matchs, il a aussi prévenu avant la trêve. Hein. C'était après le match face à Lyon, je pense. Il a dit que le turnover allait être plus important. Intense, ouais, forcément, vu que là, on arrive sur les 12e, 13e, 15e, 22e match de la saison, sur des enchaînements encore plus resserrés. Donc, oui, il y en aura forcément besoin, mais ouais, ça va être comment le faire passer en termes de management, comment le faire accepter quand tu as déjà Mbappé qui lève un peu la main en disant oh, je serai attentif à ce que vous allez me faire en termes de rotation et de temps de jeu, est-ce que ce soit juste. Voilà, faudra... Ça, tu vois, c'est un peu le défi au PSG, hein. Tu sais que mais c'est pas n'importe quel type de joueur. Tout à fait, mais il y a 2 points parallèles. Il y a d'un côté la rotation, le planning du turnover où tu gères des temps de jeu, où ça, j'ai pas grand chose à dire. Par exemple, quand il dit avant Raifa, ouais, on met Hakimi sur le banc parce qu'il a beaucoup joué, pour moi, je l'entends totalement. C'est un point, ça me choque pas, surtout que latéral, c'est un métier, c'est un poste où tu dois faire beaucoup de courses à vide, où tu as beaucoup de sprint à haute intensité. Sur l'autre aile, Mendes, il sort beaucoup plus que Hakimi, par exemple. Ça me choque pas. Quand il va devoir réintroduire des temps de jeu, quand il met Neymar sur le banc à Nantes par exemple pour mettre Sarabia, je trouve que c'est une bonne chose parce que Neymar a beaucoup joué, c'est un joueur fragile, il joue face à Palois, bon c'est bon, on n'a pas envie de le retrouver en 3 parties. Je l'entends très bien. Moi ce qui me gêne un peu plus, et c'est là où je trouve qu'il y a des moments où il va devoir, comme tu dis, prendre le problème à bras le corps, c'est quand il voit qu'un match est pas loin de lui échapper et qu'il ose pas malgré tout. Je regrette. En Ligue des Champions, il y a un moment où, en Ligue 1 peut-être, on perdra le match, c'est pas grave, c'est le championnat, t'as 38 journées, t'en auras je ne sais combien après pour te rattraper, t'es en tête, tu peux te le permettre. Quand tu vas passer dans la phase éliminatoire, et le PSG est quand même très bien parti pour participer à cette phase éliminatoire, il faut quand même s'en rendre compte, 6 points après 2 journées, les 2 autres équipes qui sont à 0, bon, je vous laisse faire un peu des maths, mais normalement ça sent bon, quoi. Quand tu vas être dans cette phase éliminatoire, tu ne pourras pas te permettre d'avoir ce temps de latence de 5, 10, 15 minutes où tu es en train de réfléchir, est-ce que j'ose le sortir, est-ce que j'ose pas, est-ce que je le sors, est-ce que je le sors pas. L'an dernier, en 15 minutes, on est sorti de la Ligue des Champions à Madrid. C'est pas plus compliqué que ça. Ça bascule des fois en 10-15 minutes. Il y a une Ligue des Champions, ça se gagne ou ça se perd des fois en très peu de temps. Et c'est là où j'espère qu'il va mieux rentrer dans le rôle, ou en tout cas pas mieux rentrer, mais aller jusqu'au bout du rôle d'entraîneur et dire à un moment, au bout d'un moment, cette individualité, enfin se rendre compte qu'au bout d'un moment, cette individualité, aussi forte soit-elle, elle va lui coûter plus qu'elle va ne lui apporter par rapport à un équilibre collectif ou par rapport à une réponse collective plus grande. Mais tu penses pas aujourd'hui, Philo, tu penses pas aujourd'hui qu'il sent peut-être trop justement de qualité individuelle par rapport à l'opposition et que justement peut-être la seule opposition avec laquelle il a pu se mesurer qui était d'une qualité supérieure et qui l'a fait douter, c'est la Juve où il a fini par regretter son coaching tardif. Est-ce que là, il n'a pas suffisamment confiance dans la qualité individuelle notamment de son trio offensif pour se dire, de toute façon, très sincèrement, j'ai plus intérêt à les garder sur le terrain à partir du moment où je sais qu'ils vont inévitablement finir par me faire la différence. Et l'exemple à IFA le montre plutôt bien. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'était que la Juve, même si je pense que c'est pas l'équipe nulle qu'on veut nous présenter. Mais j'espère qu'il saura apprendre de ces difficultés-là. Et j'avoue que quand je vois ce qu'il a fait par la suite, j'ai quelques doutes quant à sa capacité à être réactif au bon moment durant les matchs. Après, ça s'apprend. Hein. Et je pense que par exemple, on va jouer à Benfica là, le 5 octobre, donc c'est très bientôt.
ça sera très très intéressant de voir comment il va réagir euh, en cours de rencontre, s'il est mené ou si son équipe est dans le dur, parce que c'est des situations qu'il ne va pas rencontrer souvent avant les éventuels huitièmes de finale. Donc moi j'attends vraiment de voir comment il va appréhender ces moments de doute collectif en fait, et à quel point il va être en mesure de dire à ses individualités de devant, ou de derrière d'ailleurs, hein. Je dis devant mais ça peut être derrière. Là il y en a un qui doit sortir parce que ça va pas quoi. Il y a un moment par exemple où on sera sous l'eau au milieu de terrain, est-ce qu'il aura le courage de sortir je sais pas, un Ramos, un Marquinhos ou un Kimpembe, ou devant un Messi, un Neymar ou un Mbappé? Bon, Mbappé j'en doute, mais enfin peu importe lequel doit sortir. Mais s'il faut en sortir un, j'ose espérer qu'à un moment il va devoir le faire quoi. Et j'avoue que ça, je suis pas encore certain qu'il osera le faire. Tu vois. Dans les noms qui étaient sortis, dont vous avez parlé dans le podcast, par exemple, un mec comme Conte, qui est moitié fou, et j'aime beaucoup Antonio Conte, il aurait pas. Limite, il va le chercher sur le terrain pour l'attraper par le col. Je suis pas sûr que Galtier, avec un peu cette intronisation poussée par un directeur sportif et pas poussée par son aura européenne, euh, osera faire ce que la Ligue des Champions nécessite, et ce que des fois, même pas la Ligue des Champions, un match nécessite, quoi. Ce que l'adversaire te force à faire. Quoi. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi sur peut-être la lecture. En revanche, le fait de le faire, si jamais il le lit, moi j'ai moins de doutes et je lui donnerai plus de crédit à partir du moment où c'est plus facile de le faire quand tu es justement au Bernabeu et que tu sens que le match est susceptible de t'échapper, plutôt que de le faire comme ça dans un match effectivement de Ligue des Champions un peu étriqué où tu te dis que de toute façon aujourd'hui la qualité individuelle de tes joueurs est tellement forte par rapport à ce que peut être la supériorité collective, notamment vis-à-vis de remplaçants qui sont pas encore suffisamment impliqués parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, parce qu'ils n'ont pas une condition physique parfois optimale, etc., etc. Ils sont arrivés trop tard. C'est toujours plus facile de le faire effectivement dans des circonstances qui sont un peu exceptionnelles, type effectivement ce que tu disais l'année dernière au Bernabeu où on est éliminé en 15 minutes. Euh, Parce que là, le côté, effectivement, la prise de décision rapide, à la fois, effectivement, nécessite d'avoir une réaction rapide, mais en même temps, justement, te pousse parfois à prendre des décisions et à ne pas te reposer sur tes lauriers. Donc là, effectivement, là, tu mets en doute juste la personnalité de Galtier et plus que son manque d'expérience, je trouve. Et si on va là-dedans, je trouve qu'il a justement la personnalité, lui, et il l'a prouvé avec des joueurs peut-être d'un moindre calibre, pour, une fois qu'il avait la main mise sur son groupe, parvenir à faire des choix forts. Voilà, comme on l'avait expliqué avec Jean, hein, quand il pouvait mettre par exemple un joueur comme un international comme Ikoné sur le banc sans aucun problème. Mm. Non mais tu as raison, hein. On va voir. Hein. On va voir, écoutez. Max, est-ce que tu as un autre... bon, tu as parlé juste avant du point transitoire entre le côté positif et négatif, mais je sais pas si tu avais un autre point. Mathieu, de ton côté, dans les points peut-être un peu plus... où tu es plus réservé sur le début de Galtier, ou Omar, pardon, attends, Omar. On t'a pas entendu depuis au moins 20 minutes. Même si tu n'as toujours pas récupéré Internet en 20 minutes, puisque ça fait 30 jours, tu as peut-être des choses... Est-ce que Galette t'a déçu sur certains points, justement? Ou tu es pas encore convaincu, peut-être plutôt? Non, 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 déçu sur aucun point en particulier. Enfin, le chemin de l'équipe, il est en train d'avancer, donc il n'y a pas de point d'alerte à vrai dire. Après, oui, si tu veux parler des ajustements, on a vu qu'il a été entre guillemets dominé dans le combat avec Allegri sur la seconde période où lui a été plus réactif et a eu des meilleurs ajustements. Mais à côté de ça, tu mets la préparation du match contre Lyon, le dernier en date, qui était vraiment savamment orchestré avec des ajustements qui étaient vraiment très très clairs et des orientations aussi très bonnes. Donc là où est l'écueil et là où il est le piège, surtout la difficulté de ce job-là, c'est que il va pas avoir 36 occasions pour être bon en fait.
la régularité, même le fait de se fixer sur un système, ça peut exploser un soir de février où t'as pas la bonne approche, quoi, tu vois. Et très clairement, ça balancera tous les lauriers qui auraient pu être tressés. Tous les lauriers, toutes les louanges qu'il aurait pu avoir peuvent exploser. Et ça, c'est la difficulté de ce job-là. Et on ne sera pas fixé parce qu'il ne connaît tout simplement pas ce niveau de compétitivité-là. Et on ne sait pas comment il y répondra aussi, ne serait-ce que mentalement. Parce que là où je rejoins pas forcément ce que disait Max, c'est que ben, je vois pas en quoi c'est plus simple de avoir les bolas, comme dirait l'autre, de prendre une décision pareille au Bernabéu parce que tu es écrasé par une somme de choses où la régularité et l'habitude de ce genre d'événements te font prendre des décisions peut-être un petit peu plus lucides. Donc, moi, le management de je sors Messi à 3 minutes de la fin, je sors Neymar à 9 minutes de la fin, franchement, pour moi, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Quand tu as joué 1000 matchs comme eux, j'arrive même pas à comprendre pourquoi ils boutent de sortir à 3 minutes de la fin. C'est des réflexions, et c'est pareil pour Mbappé d'ailleurs. Enfin, les minutes, elles sont très très peu partagées jusqu'à présent. On sait que l'aventure, elle va devoir être collective. Là, Galtier, il affirme plutôt à l'extérieur que lui, il est capable de le faire, même si dans le sens, à mon sens, ça ne veut pas dire grand-chose. Et là-dessus, je pense que la deuxième partie de cette première partie de saison va être un challenge beaucoup plus important pour lui parce que Ekitike, Sarabia, les autres, ils vont avoir besoin d'intégrer la rotation de façon beaucoup plus importante. Là, il va y avoir des ajustements beaucoup plus forts parce que tu vas devoir gagner des matchs avec des joueurs qui ont été pas ou peu impliqués et pas du tout impactants depuis le début de saison. Donc là, on va pouvoir voir, je pense, beaucoup plus de choses de l'impact global de Galtier. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que finalement le plus dur en termes de rotation, de temps de jeu, de tout ça est vraiment devant lui, quoi. Parce que là, il va devoir faire rejouer des mecs à qui il n'a pas donné ou presque leur chance jusque-là, quoi. Je pense que la Et main d'un entraîneur, tu la vois mieux sur ses 13, 14, 15e, 16e, 17e joueurs. Tu vois. Surtout au PSG où tu as un tel décalage de statut, même de qualité intrinsèque, que l'implication des autres dans le projet de jeu, dans les orientations techniques, on sent que c'est là que ça va se voir. c'est très intéressant parce qu'en fait, on tourne autour du trio offensif depuis tout à l'heure parce que globalement, quand on parle de rotation, des joueurs comme Mukiele, Fabian Ruiz commence à jouer, Mukiele a joué, Bernat a joué. Globalement, ces joueurs-là, sur les rotations, c'est pas difficile de sortir tel ou tel joueur. Globalement, il y en a eu. Par contre, sur le trio offensif, tu t'aperçois que Ekitike, Sarabia et Soler ont très peu eu leur chance. Et effectivement, hormis des entrées en cours de rencontre à la 85e que mentionnait Omar, ils ont très peu eu droit à du temps de jeu vraiment régulier sur le terrain. C'est clair que non seulement ils vont avoir besoin de jouer, mais d'un autre côté, il va falloir aussi être indulgent parce que effectivement, on parlera de joueurs qui ont très très peu de rythme quand ils vont reprendre. Et je trouve que cette question de la rotation du trio offensif, elle s'inscrit aussi dans une période où tu as pas mal de voix, de commentaires, mais aussi de changements qui sont faits sur le terrain pour l'accommoder au mieux, ce trio offensif. C'est-à-dire que tu vois que depuis le début de saison, Galtier a pas mal fait évoluer la disposition de ces trois joueurs. On avait commencé au Japon avec Messi vraiment 10 d'un 3-4-1-2 derrière Neymar à droite et Mbappé à gauche. Ça a un peu évolué pour la première face à Montpellier, c'était plutôt Mbappé à droite de Neymar. Après, c'était vraiment un duo derrière Mbappé. Là, sur les deux derniers matchs, on a vu plus Mbappé se mettre sur le côté gauche de l'attaque pour retrouver la liberté qu'il chérit et qu'il veut absolument retrouver au PSG. Donc, Galtier, il est face à un double défi, en fait, c'est-à-dire trouver le bon équilibre et contenter ses stars, tout en les gérant et en les faisant sortir du terrain.
c'est quand même le gros des problèmes en fait et des challenges qu'il va avoir face à lui qui concernent ce trio-là en fait. À la fois sur l'organisation de l'équipe, etc., mais aussi sur le management pur et dur. Comment tu fais pour faire en sorte que les trois soient plutôt heureux alors que Mbappé commence un peu à remuer ciel et terre et à faire un peu chier son monde, hein, pour employer une expression plus terre à terre, et dans le même temps donner du temps de jeu aux remplaçants qui en ont été privés depuis le début de saison. Donc c'est vraiment toute la question, quasiment l'ensemble des challenges de Galtier, j'ai l'impression, se résume dans qu'est-ce que tu fais autour des trois attaquants. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui se retrouvent à avoir un peu cette gestion. Qu'est-ce que tu fais des trois attaquants? Ça tourne souvent quand même autour de l'attaque, alors que tu vois, dans ce que disait Omar. Ah, mais là, au PSG, c'est un autre niveau. T'as 3 des 5 plus grandes stars mondiales dans ton équipe. Et forcément. Ah, mais t'as littéralement les 3 numéros 10 des 3 favoris à la Coupe du Monde. Donc, au moment, c'est pas le plus simple à gérer. Et ça l'est encore moins après l'imbroglio de cet été, en fait, où globalement, on comprend bien qu'il a été promis à Mbappé promis. On a fait espérer à Mbappé que globalement Neymar allait partir et qu'il allait prendre sa place en termes de positionnement. Et finalement, il n'en a rien été. Donc, il faut accommoder tout ça, mais dans le même temps, il faut quand même gérer les temps de jeu, donner un peu plus d'espace aux remplaçants, parce que si tu te retrouves avec 0 minute pour les trois et Kitike, Sarabia, Solaire, ils vont te servir à rien et tu vas les perdre et tu vas rétrécir inutilement ton groupe. C'est vraiment l'impression qu'il y a une cascade de challenge autour de ce trio offensif qui, comme tu le dis, Philo, peut concerner d'autres équipes, mais je pense de façon incomparable au PSG. Et je pense que c'est vraiment ce qui sépare le PSG de n'importe quel autre club en fait en Europe. C'est même pas le niveau intrinsèque de l'équipe ou les ambitions ou quoi que ce soit. C'est 3 superstars devant et comment tu gères ça, quoi. Pour elles, ensemble sur le terrain et par rapport aux joueurs qui sont censés les faire souffler. Ouais, et toi Mathieu, d'un point de vue individuel, enfin là c'était un thème un peu plus général, mais toi est-ce qu'il y a un point sur lequel l'ami Galtier te laisse encore un peu perplexe, par exemple? Tiens, on nous dit on va voir s'il fait jouer Messi vendredi. C'est samedi le match, ça sert à rien de venir dès vendredi devant la télé. Ouais, non, c'est possible que Messi se retrouve sur le banc, puisqu'il va jouer dans la nuit de mardi à mercredi à New York avec l'Argentine. Donc il sera en gros en l'entraînement. L'entraînement, si je ne me trompe pas, est jeudi à 11h, donc ça va être chaud pour qu'il y soit. Peut-être vendredi à 11h, il y sera. Un entraînement. Je pense que Galtier va essayer de mixer un peu les équipes, genre pas faire tourner le trio offensif ensemble en même temps. Oui, évidemment, oui. Je pense que pour le match de samedi, Mbappé risque de jouer parce qu'il aura eu une semaine complète. Par contre, il risque de souffler sur le match d'après face à Nice. Ou inversement, je ne sais plus si c'est Reims ou Nice. Là, c'est Nice. On reprend par rapport à Nice, ouais. Ouais. Il risque peut-être de souffler face à Reims. On fait Nice, Benfica, Reims, Benfica. L'idée, je pense, c'est d'avoir le trio offensif titulaire les 2 matchs face à Benfica et Marseille. Bien sûr. Et de mixer un peu les deux face à Reims et Nice. J'imagine qu'il va essayer de faire quelque chose comme ça. Mais c'est clair que c'est la partie la plus dure, hein, du management au PSG. Je ne dis pas que je suis sceptique ou déçu ou quoi que ce soit pour le moment. C'est juste la partie la plus dure. Globalement, tu as le moins de marge de manœuvre en tant qu'entraîneur du PSG. Il faut réussir à trouver le bon équilibre, faire accepter aux 3. J'ai l'impression encore plus à Mbappé parce que ça a l'air d'être compliqué, l'état d'esprit dans lequel il est en ce moment, et il n'a pas l'air d'être dans le mood, hein, comme on dit. Voilà. Comment tu as réussi à le reconnecter un peu sur le terrain, qu'il évite de trop se disperser, de ressasser ce qui s'est passé cet été, ou je sais pas, ou les relations visiblement fraîches qu'il a en ce moment avec Neymar, etc. Il va falloir beaucoup de doigté, de savoir-faire de Galtier. Je ne sais pas comment il compte s'y prendre, et il faut évidemment surveiller ça comme on est sur le feu. C'est tes joueurs décisifs et qui te font la différence à la fin. Et éviter que se crée inutilement des tensions, et surtout qu'on arrive à un point qui devienne quasiment irréparable. Donc crever les abcès là où il le faut, beaucoup discuter et continuer à essayer de trouver le meilleur équilibre entre les trois, où chacun peut réussir à trouver sa place sur le terrain sans avoir l'impression d'être lésé par rapport à une note du trio offensif. Parce que si tu commences à avoir des situations où Mbappé se dit qu'il est désavantagé par rapport à
à Neymar et Messi, ou bien que Neymar sent qu'il sort tout le temps, que c'est lui qui sort tout le temps, alors que les deux autres sont avantagés, etc. Enfin, ça peut être vraiment des situations où les poudrières se mettent en place. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le point le plus difficile qu'a géré Galtier en termes de relationnel, de management, d'équipe, tactique sur le terrain. Tout ce qui tourne autour du trio offensif. C'est à la fois un grand cadeau parce que ça te gagne un nombre de matchs quasiment sans rien faire. On pourrait être sur le banc avec Omar et Max et toi, Philo, on gagnerait quand même des matchs rien qu'en alignant l'équipe. Mais Alors on gagnera des matchs parce qu'on est bon, Mathieu. Partons de ce- Non, mais par je- contre, c'est sûr qu'avec nous sur le banc de touche, ça partirait en cacahuète parce qu'on n'a pas les compétences managériales pour gérer le trio là. Donc c'est là où Galtier va être attendu et a une grande responsabilité de garder un peu tout le monde à sa place avec l'espace qui lui correspond. Non mais tu as raison, on en revient un peu toujours à ce trio qui fait c'est un peu l'alpha et l'oméga du PSG depuis... déjà les deux, c'était l'alpha et l'oméga depuis 2017, mais là depuis qu'on a rajouté Messi, on s'est rajouté une variable tellement importante encore que c'est forcément compliqué. Dans les points aussi un peu négatifs, moi j'avoue que je suis pas totalement convaincu de ses choix en défense centrale. Quand il nous dit qu'il veut absolument Marquinhos dans l'axe pour la vitesse, quitte à avoir deux joueurs lents sur les côtés comme Ramos et Danilo. Lent, Danilo une fois lancé il va vite, mais au démarrage il paye son gabarit, hein, c'est comme ça, on peut pas le réinventer. Il a quand même eu une rupture du tendon d'Achille il y a quelques années qui lui a fortement touché sa mobilité, et puis il a maintenant 30 ou 31 ans. Pourquoi, Philo, tu voudrais mettre le joueur le moins rapide du trio en couverture des deux autres? Parce que je trouve que tu mets Marquinhos en couverture, mais en fait t'exposes déjà tellement les deux autres que sur certaines actions tu te mets en difficulté tout seul, quoi. Je revois des actions à Nantes notamment où Nantes arrive à faire sortir Danilo, à l'attirer sur la largeur, et c'est des mécanismes de jeu qu'une bonne équipe saura mettre en place. Et avec ou pareil, Ramos, il y a eu des fois où les bonnes équipes, certains entraîneurs qui avaient bien travaillé ont su faire entre guillemets des pièges, le faire sortir pour attaquer dans son dos parce qu'il se retourne moins vite que l'attaquant face à lui. Quelque part, je suis pas sûr que tu maximises les qualités de tes trois défenseurs centraux juste parce que tu mets Marquinhos dans l'axe parce qu'il court vite, quoi. J'avoue que la justification, je l'entends, hein, je la comprends un peu, mais je suis pas sûr que cette option soit forcément la plus viable, sachant que tu mets aussi le joueur qui aime le moins le duel dans le poste le plus central où il risque d'avoir à gérer les duels les plus compliqués. Pareil, toi, c'est une autre vision de la chose. Et moi, j'avoue que je tique un peu sur cette répartition des rôles dans la défense centrale. Pourquoi c'est pas... Alors c'est vrai que l'histoire de la couverture, je l'entends, mais quand je vois Ramos qui des fois se retrouve le long de la ligne de touche et que t'as Marquinhos dans l'axe qui est en train de pas faire grand chose, je suis là un peu perplexe. Surtout que ton meilleur relanceur, qui pour moi est Ramos, au final tu le brides par exemple avec ce positionnement, même s'il a joué arrière droit il y a 25 ans à Séville en U14, là, bon merci quoi. Bon, j'avoue que la lecture qu'a Galtier de certains joueurs sur certains postes me laisse parfois un peu perplexe. Je parlais notamment des défenseurs. Voilà, c'est un point, j'avoue que je ne suis pas très convaincu par son utilisation des défenseurs centraux ou même par la défense à 3 en général, mais ça c'est un débat qui sort un peu du profil des joueurs. C'est un débat lié plus à l'effectif, plus aux forces et faiblesses. Mais c'est pas. J'entends vraiment les mises en place des défenses à 3, notamment par rapport à l'utilisation des pistons, je la comprends très bien pour le coup. Et si tu rajoutes Skriniar à cet effectif, tu as pas tout à fait l'argument que je donne sur les deux joueurs aujourd'hui très lents sur les côtés, tu l'as un peu moins quand tu as Kimpembe et Skriniar pour gérer les postes de centraux gauche et droit, même si c'est pas non plus des foudres de guerre en termes de vitesse. Mais ouais, non, vraiment l'utilisation le positionnement des défenseurs centraux par rapport autour de Marquinhos, qui serait une sorte de point de référence dans l'axe, me fait un peu tiquer. Et un truc qui me conforte dans mon opinion, c'est que Marquinhos, il a sa doublure, en théorie, c'est Danilo. Comme j'ai dit, Danilo, il court pas spécialement vite sur les premiers mètres. Alors pour faire des couvertures, est-ce que c'est suffisant de courir vite une fois lancé? Je suis pas certain, par exemple, quoi. Donc
Ouais. Oui, Max, tu n'es pas convaincu, je t'ai vu bondir sur le micro, je t'écoute. Non, 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 je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par ses choix également. Au contraire, je suis assez convaincu par ton discours. Pareil, j'ai un peu des doutes, mais en fait, j'élargirais et je dirais que c'est plus lié, c'est pour ça que j'ai éteint mon micro, parce que c'était c'est ce par quoi tu as terminé, c'est que c'est peut-être plus lié au profil de l'effectif finalement. Voilà, ils avaient déterminé avec Campos une certaine ligne de conduite. Et moi, je verrais davantage, vu qu'on est en train de faire un bilan peut-être de l'ère Galtier, plus que de Christophe Galtier du travail de Christophe Galtier en lui-même. euh, ma déception ou mon scepticisme, il est sur le recrutement. Voilà, je sors un peu donc du travail de l'entraîneur. Et évidemment, la défense est ciblée lorsqu'on parle de déception au niveau du recrutement. Le fait de ne pas avoir un joueur qui soit un défenseur central à droite de qualité en 2022, hein, j'entends, parce que voilà, pas loin de moi l'envie de remettre en question la carrière et le talent de Sergio Ramos. Mais avoir un joueur aussi lent à côté de Marquinhos, comme tu dis, hein, il y a un manque de complémentarité où à la fois leurs deux grandes faiblesses, à savoir la vitesse et les duels, peut, euh, peuvent avoir tendance à se percuter et à créer un sérieux danger pour l'équipe collective. Moi, j'ai un peu du mal avec justement cette association. Mais je sais pas si c'est tant lié au choix de Galtier, parce que si tu inverses Marquinhos et Ramos, je suis pas sûr que tu t'en viennes à limiter cette, euh, l'aspect négatif que peut t'apporter cette association. Je pense qu'effectivement, c'est surtout lié à la profondeur de l'effectif et au profil des joueurs que tu peux aligner. Donc là, on a plus l'impression qu'il est en train de bricoler. Il avait au départ l'idée de mettre Marquinhos en défense centrale, enfin en tant qu'axial de la défense à 3, parce que un troisième central était censé venir, et que bon, bah maintenant il est parti dans ce schéma, il attend peut-être un joueur en janvier. Il a envie de donner de la continuité à ce système. Donc je trouve que ça n'incombe pas tellement lui, à ses choix en tant qu'entraîneur, plutôt que à l'effectif tel qu'on lui a donné, tel qu'il a été construit. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et je le comprends aussi. Je sais pas, Mathieu ou Omar, sur cette question un peu de l'utilisation, en fait, plus que la défense centrale, effectivement, et je pense que Maxou a raison d'élargir le débat à la construction de l'effectif. Est-ce qu'il y a des utilisations de joueurs que vous jugez, un peu comme moi, non optimales par Galtier bah, depuis son début de saison, quoi? Je sais pas, Mathieu ou... Non, oui, Non, Mathieu. sur la défense, non, sur la défense centrale, moi je trouve l'explication de Galtier plutôt recevable. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Max au départ, il était vraiment dans l'idée d'avoir Skriniar qui allait arriver et tu sentais que Ramos était mis là un peu par défaut. Après, on l'a aussi dit sur les derniers matchs que Ramos commençait à s'habituer à ce poste-là, notamment dans ce qu'il pouvait apporter sur le plan offensif. Donc, Oui. Donc. non, non, c'est Ah, ok, d'accord, je croyais que tu voulais enchaîner. Non. On nous dit si Skriniar vient, il a déjà une place centrale dans le projet de jeu. Ah bah oui, la place elle a été définie en mai dernier, donc ouais. elle est plus que centrale. Et c'est vrai que tu vois l'effectif, globalement, il manque un joueur en défense centrale. C'est pas une honte que de le dire, et ça se ressent dans les... Bah, ça a été reconnu publiquement. Donc. Oui, en plus, oui, voilà. Bah, il y a quand même une autre chose qui a été reconnue publiquement, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation de Mbappé n'est pas optimale. Euh, tu peux y aller par tous les chemins que tu veux. Ah, c'est vrai qu'utiliser Mbappé en pivot comme ça, avec que des longs ballons sur lui, à jouer des duels aériens comme on le fait actuellement, c'est Non, vraiment pénible mais pour Kylian, j'imagine. c'est sûr que non, mais tu trolls effectivement parce que tu n'aimes pas que Mbappé se plaigne de ça. Mais Galette lui-même disait au coup d'envoi de la saison qu'il voulait voir Mbappé, il imaginait Mbappé avec un attaquant à côté de lui. Ah, c'est clair. Après, ils Attaquant. sont revenus, mais c'est, enfin, de toute façon, tout est transparent dans ce qui s'est passé sur le plan offensif. Euh,
il n'y a même pas eu besoin de la confirmation de Mbappé en zone mixte il y a 3-4 jours, je pense. C'est assez clair qu'ils ont cherché à trouver un point de chute à Neymar pour le remplacer par un joueur qui allait être un joueur vraiment de point d'appui et de point de fixation devant. Galtier le dit encore avant le stage au Japon, il dit, je pense que c'est à ce moment-là qu'il fait cette interview, qui est un peu plus clair dans l'équipe. Je ne sais pas comment d'autres ont pu faire une autre interprétation à ce moment-là, où il dit clairement qu'il veut jouer avec Mbappé et un point de fixation devant. Il le dit mot pour mot. Évidemment, un point de fixation devant, c'est pas Messi, c'est pas Neymar non plus. Donc il y avait ce plan-là, mais à partir du moment où à partir du moment déjà où tu rates Skamaka, et deuxièmement où Neymar, Messi sont à un niveau qui les rend insortables de l'équipe, Neymar c'est vraiment très bien repris et a montré de très bonnes dispositions dès la reprise. Bah, ils sont revenus sur leur idée de départ. Neymar n'était pas non plus transférable et bougeable. Il n'y avait aucun club qui peut lui donner 30 millions par an pendant 5 ans, ce que lui donne le PSG, grosso modo. Donc ils sont revenus un peu sur leur idée initiale et depuis ils composent. Et tu vois d'ailleurs qu'à chaque match, il y a des petits ajustements. Tu essaies de trouver vraiment la meilleure place pour le trio offensif. Et encore récemment, tu avais Mbappé un peu plus libre de dézonner sur le côté gauche comme il aime le faire. Mais c'est après, j'ai l'impression que l'enjeu, c'est à la fois de trouver une bonne association sur le terrain où tout le monde est content, mais aussi, surtout psychologiquement, j'ai l'impression que Mbappé, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans la tête que certaines choses n'allaient pas, que ça lui allait pas, que la situation elle lui correspondait pas. Et depuis, on sait pas trop. Enfin, j'ai l'impression qu'il sait pas exactement où il a mal en fait. C'est-à-dire que il se, il joue pas libéré, il joue avec. Il se disperse un peu aussi. Et au final, tu le vois un peu sur ses performances sur le terrain qui sont pas au max de ce qu'il peut faire. Il joue peut-être en forçant un peu trop les choses. Alors qu'après tout, il peut être il peut être parfaitement performant avec les joueurs qu'il a derrière lui au PSG. Donc c'est un peu l'enjeu qui se présente face à Galtier de réussir à assembler tout ça et de faire en sorte que dans les têtes principalement, tout le monde puisse jouer un peu libéré et sans idées de ressentiment, ce genre de choses par rapport à ce qu'il a pu se passer cet été. Parce que si nous, on peut voir de l'extérieur que Neymar a été mis sur le marché et que globalement Mbappé voulait la place de Neymar dans l'équipe, Neymar le ressent aussi et ça peut créer des situations problématiques. Donc, ouais, c'est un peu c'est c'est un peu les tambouilles qui sont pénibles quand tu dois gérer des égos pareils. Hein. Omar Ah disait que ça oui. doit être complètement dingue de gérer des situations où c'est la crise quand tu fais sortir un mec à la 86e alors que le match est plié ou enfin, ce genre de choses. Non mais c'est ça. Gérer des égos comme des pastèques comme ça, Non franchement. mais t'es entre l'enfantillage le plus bête qui C'est soit puéril et à fond. Hein. ah c'est complètement stupide, on est d'accord. Mais c'est aussi ça la réalité du haut niveau. Ça fait 30 ans que Carlo Ancelotti il gère des semi-débiles comme ça. Ah Hein. non, mais Bah, faut Ancelotti, le dire c'est ce quoi. qui a fait c'est ce qui a fait sa réputation. Et c'est sans doute on le sous-estime et tout, mais c'est super dur ce qu'il fait. Mais là où c'est encore dur ce qui se passe au PSG, c'est que les trois sont coéquipiers, mais sont concurrents aussi. Ils vont se livrer bah, une bataille entre guillemets à la Coupe du Monde dans un mois, qui peut influer beaucoup sur l'identité du futur Ballon d'Or. Nous, enfin, ça nous gonfle d'avance les débats sur cette récompense, mais j'imagine que les joueurs y pensent malgré tout. Et voilà, c'est tout ça qui est à gérer avec un potentiel France-Argentine en plus dès les huitièmes. Beaucoup de situations comme ça qui peuvent influer sur comment les relations au sein du PSG peuvent évoluer durant la saison. Ouais. Non mais ouais, ouais. Après j'avoue que comme dit sur le live, Mbappé a visiblement irrité beaucoup de monde avec ses déclarations. On nous dit le mal que le Ballon d'Or nous fait. Après, n'oubliez pas que le Ballon d'Or, c'est aussi beaucoup de prestige pour le club qui l'accueille. C'est quelque chose qui vous permet ensuite de signer des bons, voire des très bons joueurs, parce que c'est une façon de dire aux joueurs, bah, chez nous, tu peux être le Ballon d'Or, tu peux être le numéro un au monde. C'est quand même le trophée individuel du football le plus reconnu. Pas le- Il y a les trophées collectifs qui comptent, mais les trophées individuels comptent aussi énormément. Il est assez possible, voire probable,
que ni Messi ni Ronaldo gagneront le trophée suprême qui est la Coupe du Monde, et pourtant le Ballon d'Or ils l'ont eu je ne sais combien de fois, et ça sera toujours, ils seront toujours reconnus pour ça. Donc faut pas nier le poids que ça a. Donc c'est vrai qu'on a déjà un Ballon d'Or au club, c'est Messi. Oui, mais bon, il l'a eu aussi parce qu'il avait fait pas mal de mois très convaincants avec Barcelone. C'est pas pour ses premiers mois sous le maillot du PSG qu'il l'a eu. Bon, c'est autre chose. Euh, Omar, sur un peu dans les points négatifs, est-ce que tu mettrais par exemple un peu tout ce qui est autour de Mbappé par Galtier, son utilisation, ce qui tente de lui faire accepter, ou au contraire tu le mets plutôt dans les points positifs? Moi j'avoue que autant Mathieu trouve que on fait pas forcément un point négatif, autant moi je trouve que l'utilisation de Mbappé aujourd'hui est pas optimale, et c'est justement un point qui est pas en sa faveur. Qu'en est-il de ton côté? Omar, es-tu encore là? Omar. Bon, ah, Omar nous a quittés, je suis désolé. Allô? Oui, t'es de retour, bonsoir, Ouais, rebonsoir. désolé. Non, mais écoute, Je parlais dans le vent, j'essayais de répondre à cette question fort complexe. vas-y, Tu l'as Euh, vu du stade en plus, Omar, non Mbappé, euh, oui, oui, je l'ai vu quelques fois du stade, assez, assez bizarre, c'est à vrai dire, les sensations qu'il délivre. Euh, je rejoins plutôt l'idée que Mbappé est celui des trois qui n'a pas donné encore sa pleine mesure. Pas tant au niveau des statistiques, qui restent enfin, celles d'un joueur de tout premier ordre, mais c'est plutôt dans son rapport au jeu, euh, et aussi, je pense notamment le point central, c'est par rapport à la place qu'il a dans cette équipe, que lui peut-être estime minoré en raison enfin, par rapport à ses accomplissements, notamment ceux de la saison dernière où il a littéralement porté l'équipe sur ses épaules. Euh, tous ces grands garçons et ces grands champions sont, je pense, pas mal à fleur de peau pour tout plein de raisons. Qu'il y ait des inimitiés latentes entre Mbappé et Neymar, c'est pas un secret. Ça a plutôt été bien camouflé, même si la relation entre les deux, enfin, c'était Duluc qui avait dit que c'était une relation marketing. Il l'a dit assez vite et malheureusement, beaucoup de supporters lui étaient tombés dessus. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça a l'air de plus en plus vrai. Tant le lien est distendu, mais ça avait, à vrai dire, jamais été un moment où l'équipe tournait plutôt bien et que Mbappé tournait pas aussi vite que l'équipe. Là, clairement, euh, voilà, il y a une relation et je pense qu'il y a même plus que ça entre Neymar et Messi. Il y a une espèce de filiation et Neymar admet assez facilement que Messi est le numéro un, donc il est à son service. Mbappé, en fait, il voudrait surtout que les deux soient ses vassaux. Et enfin, c'est juste pas possible. Non pas en l'état parce que Neymar est bon depuis 2 mois, hein. C'est juste que la nature de l'équipe, quand tu ces deux joueurs-là à intégrer et surtout un Messi de 35 ans, elle te force à pas jouer des actions sur 70 mètres. Elle te force à avoir un tempo beaucoup plus lent et à avoir un Neymar, un Messi, oh là là, Mbappé cantonné à ce que lui a appelé un rôle de pivot. C'est-à-dire, bah oui, des fois jouer des ballons dos au but, des fois jouer en remise, et pas être le terminal offensif de toutes les actions. Ce qui pourrait être un plan de jeu qui aurait un certain succès, hein. Se dire que Mbappé va être le terminal offensif d'une équipe, je pense que 99,99% des équipes s'en contenteraient aisément parce que ben, tu sais qu'il va avoir un impact et que c'est un torrent de créativité dans la surface qui a assez peu d'égal. Et la réalité politique et la réalité du terrain du PSG, c'est que je pense qu'il était arrivé à un moment où il estimait ne plus devoir partager parce que les deux autres étaient sur une pente définitivement descendante. Il y a eu un rebond euh, fort des deux joueurs. Maintenant,
on a tous à espérer qu'il perdure. Moi, j'espère qu'il va pas perdurer en pourrissant cette situation. Parce que je reste néanmoins convaincu que le destin du PSG, en tout cas à plus haut niveau, il peut pas se passer avec un Mbappé enfin, pas très heureux, peu enclin au partage collectif et résolument tourné vers une espèce de vendetta, parce que les promesses, je ne sais pas lesquelles ont été faites d'ailleurs, n'auraient pas été tenues, mais en tout cas, il y a une chose qui est assez claire, c'est que désormais il a une position préférentielle sur le terrain, dans sa tête, affirmée, et que cette position, elle lui sera pas offerte cette année. Et on peut pas faire comme si c'était rien. C'est quand même, si on se remet, au mois de la prolongation, je sais plus, c'était en mai. Enfin, Mbappé, c'est le joueur numéro 1 au monde, hors Real Madrid, à ce moment-là. Le plus désiré, n'en parlons même pas par les supporters du PSG, c'est plus que ça. Ça aurait été un affaiblissement terrible qu'il s'en aille. Je pense qu'il y a eu, derrière, au niveau du club, beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses qui lui ont été tenues. Maintenant, moi, j'en fais pas une excuse, hein, et le rebond et la vraie force de caractère, je n'ai pas de doute qu'il va l'avoir, c'est de réussir à se réinventer dans un contexte qui va pas lui être si favorable qu'il s'y attendait, que globalement, il peut se dire qu'il peut être encore meilleur si Neymar et Messi sont aussi forts qu'ils sont cette année. Après, et ça, c'est tout le sel des relations humaines. Est-ce que Messi et Neymar ont vraiment envie que Mbappé soit aussi fort que cette année? Je sais pas. On peut se poser la question aussi, mais on a tout intérêt à ce que, et je pense que ça va au-delà de Galtier, parce que là, c'est vraiment gérer 3 industries en même temps. Il va falloir les faire cohabiter, et que surtout le destin collectif de l'équipe arrive à primer de façon supérieure aux envies de revanche de Neymar, à la dernière danse de Messi et aux envies d'être le franchise player qu'a Mbappé, quoi. Ouais, et puis moi je me permets de rajouter un point, c'est la Coupe du Monde quand même. Parce que c'est une saison très particulière en termes de rythme. Euh, Tu auras des dynamiques qui vont s'inverser en un mois. Tu auras peut-être une blessure malheureusement qui peut toucher l'un des trois et redéfinir des équilibres. Tu auras peut-être un joueur qui va exploser dans le bon sens, dans le mauvais sens. Euh, Ce n'est que le mois de septembre. Et tu as raison de dire qu'aujourd'hui Mbappé est peut-être le moins épanoui des trois, ou en tout cas celui qui performe le moins, ça se voit, c'est évident, hein. Ok, il a plus marqué que Messi, mais il n'a pas du tout l'envergure qu'a Messi dans le jeu, il n'a pas la capacité qu'a Neymar à être un peu partout et d'être bon tout le temps. Mais il y a beaucoup de choses qui changent quand même au cours d'une saison. Et peut-être aujourd'hui que Galtier, puisque quelque part c'est aussi lui dont on parle, est en train de ménager la chèvre et le chou avec Mbappé, parce qu'il sait qu'à un moment dans la saison, c'est peut-être lui qui va lui faire avancer et gagner l'équipe. Et à ce moment-là, il fera peut-être basculer le point d'équilibre de l'équipe vers lui, comme d'autres coachs ont pu le faire dans le passé, parce que justement, une saison c'est long, des joueurs qui sont en forme 12 mois par an, ça n'existe pas. Peut-être Messi 2012, mais bon, c'était il y a 10 ans, voilà, c'était il y a très longtemps. Euh, et je suis pas certain. Je pense qu'il faut pas figer dans le marbre non plus la situation actuelle, vraiment, parce que on a vu qu'il y a des choses qui vont très 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 vite, dans un sens ou dans l'autre, quoi. On nous dit les mecs ont joué tranquillement avec Suarez, je pense pas que ça gêne que Mbappé performe. Après, ils ont joué tranquillement avec Suarez, ils étaient aussi amis en dehors du terrain avec Suarez, ça change pas mal de choses. Et Suarez n'était pas le même joueur, Suarez était peut-être plus à même aussi d'effectuer le sale boulot que Mbappé a pas très envie de faire. Suarez, Mais, et voilà puis, quoi. et puis pardon de te couper Vas-y, philo. vas-y, mon grand. Enfin, Neymar était cantonné dans un rôle enfin, très différent. Luis Enrique, il lui a demandé de défendre, de défendre des fois dans un système plié en 4-4-2, totalement excentré à gauche. Enfin, c'est des choses aujourd'hui que Neymar me paraît difficilement pouvoir faire, et surtout, il est tout à fait à un autre point de sa carrière.
Après, C'est toujours celui qui se replie le plus, des trois, par contre, Neymar. Et Mbappé, quand il se plaint un peu de son rôle dans l'équipe, faut pas non plus qu'il perde à l'esprit que il est quand même exempté de tout travail défensif. C'est celui qui court le moins dans une équipe où il y a Messi. Enfin, avec Messi qui court le moins, il doit faire 7 ou 8 km par match. Et avec zéro obligation de repli ou de retour défensif. Donc c'est aussi à prendre en compte s'il veut vraiment faire le bilan de à qui enfin ce qu'on me donne à moi et ce qu'on donne aux autres, quoi. après, on te dira que c'est ton seul joueur du 11 aussi, allez, piston excepté, capable de menacer la Ah, profondeur. mais je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est juste que Tu vois, ça rentre aussi en compte dans le sens où Neymar se sacrifie aussi un peu pour lui. C'est pas, bah oui, oui, ça marche dans les Neymar, deux sens, quoi. Chacun fait un effort. c'est là où l'acceptation a été plutôt bonne. C'est que Neymar, à un moment, enfin, pas que cantonné à un joueur de surface et qui va marquer, en tout cas, dans la surface. Il va falloir il se dépouille aussi pour entre guillemets équilibrer l'équipe, chose qu'il a plutôt fait de façon très humble comme un joueur de province depuis de longues semaines, en espérant que ça tienne. Mais on peut aussi se dire que Neymar s'est senti aussi très proche le vent du boulet, quoi. Et que c'est ce qui lui donne aussi ce comportement, au-delà de l'orgueil du champion, hein, bien sûr, parce qu'il ne pouvait pas jouer à un niveau aussi bas de trop longues semaines, parce qu'il a vraiment limite touché le fond. Mais des trois, c'est quand même celui qui a été le plus à risque de se retrouver, enfin pas sans club, hein, j'abuse en employant le propos, mais de se trouver totalement hors du projet. Et tous les signaux le montrent. Ah oui, je pensais que Mathieu allait répondre en fait. Je vous laissais discuter, je me régalais. Ouais. Non, je suis d'accord avec Omar. Ouais. On nous dit si De toute façon, Neymar. c'est pas qu'il il risquait de se retrouver hors du projet, c'est qu'il était hors du projet même. Neymar en fin mai début juin, je pense quand ils font l'équipe type du PSG, Campos et Galtier, je suis pas sûr que sur le paperboard il y avait le nom de Neymar, honnêtement. Non, 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 bah non, il le dit lui-même, Campos. Tu peux pas avoir deux joueurs forts au même poste et le joueur fort au poste d'attaquant gauche au sens large, c'était pas Neymar, c'était Mbappé. Voilà. Enfin, il l'a quand même dit ouvertement, à une heure de grande écoute, sur une radio de grande Alors que écoute. personne lui posait la question. Alors que personne lui a demandé, en plus, tu as raison de le dire. Donc, non, non, il y a pas, c'est même pas un secret. Il l'a dit clairement que l'autre faisait pas partie des plans. Et quand on lui demande, mais est-ce que Neymar a été sur le marché, il répond que Neymar a été très exemplaire et qu'il a jamais voulu partir. Mais il dit pas que lui, il a jamais voulu le faire partir, hein. Et si vous regardez bien, là, il y a une petite distinction entre la question et la réponse, hein, une petite différence. Donc, voilà. Donc, oui, bon. On verra, écoutez, ça fait partie aujourd'hui effectivement des axes de progression du PSG de Galtier. C'est l'épanouissement du trio offensif qui aujourd'hui est un extraordinaire duo qu'il a reconstitué et il faut lui apporter ça à son crédit. Et un troisième élément qu'il a peut-être un peu plus de mal à intégrer, mais où ça dépend pas forcément que de lui, quoi. Peut-être aussi que c'est des raisons un peu politiques après la prolongation, comme on l'a dit sur le live. Oui, oui, bien sûr que c'est ça. Après, le football à ce niveau-là est éminemment politique. J'ai pas envie de vous dire que c'est comme la Formule 1, que ça se gagne à moitié sur la piste, à moitié en dehors, mais pas loin quand même, à certains niveaux. Donc voilà. On en est à 1h43 de bilan de Galtier sur 11 matchs et 3 mois. Est-ce que vous avez... Tiens, on nous demande est-ce qu'on peut s'attendre à une vente de Neymar à la fin de la saison. Mais la vente de Neymar éventuelle sera toujours la même question. C'est un peu toujours pareil. C'est est-ce qu'il y aura un club qui va proposer à Neymar des conditions financières qui se rapprochent vaguement de celles du PSG et au PSG une compensation financière qui soit bonne. Voilà. Je suis pas certain. L'année dernière, on avait vu que Chelsea, ça avait été sondé, ça s'était pas fait. Barcelone, ils ont pris une autre voie. La Barcelone semble plutôt réfléchir à rapatrier Messi, d'après les dernières informations de Mundo Deportivo, tout ça. Voilà, c'est toujours pareil avec Neymar. C'est un marché tellement spécifique, les très grands joueurs, les Messi, les Neymar et les Mbappé aussi d'ailleurs, que tu peux pas dire des mois à l'avance. S'il y a un club, je sais pas, un grand club qui est racheté, qui décide de faire venir une star pour propulser en avant l'équipe et pour redonner un coup de fouet niveau marketing, tout ça, pour vendre quelque chose de nouveau un peu, il peut y avoir soudainement un marché qui s'ouvre pour ces joueurs-là. Si au contraire il n'y a pas un rond dans les caisses nulle part, bon bah il n'y aura pas de marché, ils bougeront pas, c'est tout, c'est comme ça. On nous demande est-ce qu'ils ont des thunes Barcelone. Alors,
Déjà là-bas, on dit pas de l'argent, on dit des leviers. Et je sais pas combien de leviers il leur reste, faut leur demander, même si visiblement ils arrivent à trouver de l'argent un peu partout. Vous demanderez à Julian Nagelsmann ce qu'il en pense. Il les aime beaucoup. Voilà. Max, Mathieu, Omar, est-ce qu'il y a un dernier point sur ces premiers mois de l'ère Galtier dont vous voulez parler, qu'on n'a pas soulevé dans le podcast, ou qu'on a quand même finalement été assez complet Non, rien du tout. On a fait le tour, on estime qu'on refera peut-être un bilan de mi-saison pendant la Coupe du Monde, on aura le temps. Voilà. Merci à Yoril pour le sub tout à l'heure. On était en pleine explication de texte, donc je me suis permis de ne pas interrompre. Dit, il faut vraiment être con pour vouloir faire partir Ney, c'est lui qui nous amène en finale. Écoutez, l'an dernier, le club n'était pas du tout satisfait du comportement du joueur et c'est aussi pour ça qu'il était poussé vers la porte. Donc on ne sait jamais. On vous remercie. On va retourner aller chercher Choupo-Moting alors aussi. N'empêche, Choupo-Moting, j'ai revu les 15 dernières minutes de Atalanta PSG il n'y a pas si longtemps. C'est Van Basten. Il fait une entrée, mais hors norme. Je vous recommande, c'est pur moment de football almano-camerounais que nous a offert Choupo-Moting ce soir-là. Impliqué dans les 2 buts, une entrée, il explose l'Atalanta lui tout seul, c'était extraordinaire. Bref. Est-ce que vous voyez Mbappé partir l'été prochain ? C'est une question, je pense, qui pourra se poser plus vite qu'on l'imagine, oui. Même pas par rapport à la situation contractuelle, mais par rapport à ce qu'il a envie de voir, lui, de faire et tout ça. En tout cas, je ne sais pas si on le verra partir, mais je pense que la question d'un départ se posera peut-être selon le déroulement de la saison. Si Mbappé redevient un joueur beaucoup plus central, etc., il n'y a pas de raison qu'il parte tout de suite, mais je pense que c'est une question qui effectivement est un peu sous-jacente à l'utilité. Il va démarcher toutes les équipes avec un attaquant, avec un avançant de plus d'1m90 pour jouer avec lui, je pense. Peut-être Mbappé à la Juve, du coup. À l'Inter, attends, il va jouer avec l'Inter, tu rigoles. Échange avec Lautaro. Il ne rêve que de jouer avec Edin Dzeko, 38 ans, 7 km/h en vitesse de pointe. Non, d'ailleurs, il avait dit qu'il était fan du Milan, je crois, cet été. Il avait le maillot de Robinho. Qu'il avait le maillot de Robinho. Et bah écoute, donc, il va jouer il va retrouver Giroud quand même. Et Olive. Et Olive. Et Olive surtout. Avec qui d'un coup il est devenu pote, on sait pas pourquoi. Je vous rappelle qu'avant l'Euro, il le traitait comme la dernière des merdes, mais maintenant ils sont potes. Hein. Il a fait un lobby de malade pour que Benzema revienne. Mais bon, c'est comme ça. Il lui a niqué le record d'Henry. Tout est bon pour avoir ces petits intérêts qui sont servis, c'est le football circus, je dirais même. On nous demande un prono pour Brésil-Tunisie. Écoutez, je sais pas, 3-1 pour le Brésil, ça paraît être un prono assez par rapport aux dernières sorties du Brésil, qui est une équipe qui tourne. Voilà. Je m'excuse auprès de mes amis tunisiens, mais je pense que le Brésil est un peu favori au Parc des Princes demain soir. Je sais pas, Mathieu ou Omar, ce que vous en pensez. Faudra suivre la Tunisie qui va battre la France dans la Coupe du Monde du chaos. D'accord. Donc Omar souhaite aller en vacances en Tunisie, vous l'avez compris. Omar, le patriote, pense que ça va mal tourner pour les Comores. Il faut vraiment s'inquiéter. Ça peut ressembler à 2010. Il est possible que ça se finisse assez mal. Mais bref, on n'en est pas là. En tout cas, on vous remercie pour votre fidélité, vos messages. Comme d'habitude, j'ai passé un bon moment à vous lire, c'était très intéressant. Et on nous demande si Marquinhos va jouer pour le Brésil ou pour la Tunisie. Marquinhos, il va jouer pour l'arbitre. Il va amener de la paix et de l'amour entre les équipes, comme toujours. C'est sa spécialité. Et il devrait jouer côté Brésil. Je crois qu'il joue axe gauche demain, il me semble. Voilà, bon, peu importe, on verra bien. Allez, on vous souhaite une très bonne soirée à tous. On espère qu'on a fait un bilan assez complet, qu'on n'a pas oublié trop de trucs et tout. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver en cette trêve internationale. On vous dit à lundi prochain. On a un très gros podcast lundi prochain. On a le débrief de PSG Nice, la preview de Benfica PSG. Et il y en a déjà un qui a réservé son strapontin qui s'appelle Dan. Donc il sera là, il est prêt déjà. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Simon aussi vous embrasse. Et à lundi prochain en podcast, dès demain sur le site. Ciao tout le monde, bonne nuit, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à tous. Maxou ? On t'a pas entendu Maxou dire au revoir ? Si, j'ai dit au revoir, mais simplement, d'autres voix se sont élevées en même temps que moi. D'accord. Maxou vous embrasse. Voilà, à bientôt.